Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour faire ce podcast, bien sûr, je suis accompagné du merveilleux Théo Rivière. Bonjour Théo. Bonjour Zéphiriel, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie et toi ? Écoute, très bien, on enregistre encore dans des conditions étonnantes, mais Oui. en même temps, faut arrêter de dire que c'est des conditions spéciales parce qu'on finit par enregistrer souvent dans ce genre de conditions. Mais c'est trop bien. Mais puisqu'on se voit, on est autour d'une table pour la 4e fois, je pense. Ouais, j'ai essayé de faire le compte, je crois que c'est la 4e, me semble-t-il. Autour d'une table parisienne et pas n'importe laquelle, puisqu'on a un invité d'exception aujourd'hui, Régis. Bonjour, Régis Bonessé. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de répondre à nos questions et de venir dans l'émission pour discuter de Equinox, Altered, je sais pas trop lequel des deux on doit employer. En plus Altered, je pense. Altered, c'est le nom du jeu, Equinox Ouais. de la boîte, donc on peut parler des deux. Ouais. Eh bien écoute, on rentre dans le vif du sujet. Depuis combien de temps déjà Equinox existe ? Ça fait 3 ans. Après, il y a 6 mois qui étaient officieux, parce que la boîte n'était pas créée, et j'étais déjà sur le projet, et Ouais. j'ai créé la boîte 6 mois après, une fois que j'étais sûr de lancer le truc, donc ouais, c'est 3 ans. D'accord. Tu avais déjà en tête déjà le jeu que tu voulais lancer. Alors je vais dire Altered pour l'idée, mais quand tu as lancé Equinox, tu t'es dit je veux faire du jeu de cartes ou je veux faire du jeu et je vais voir ce que je vais faire, ou j'ai déjà un projet de jeu et je vais monter une boîte pour le faire. Alors Equinox a été créé pour éditer un jeu de cartes à collectionner, en l'occurrence Altered. D'accord. Donc c'est vraiment venu dans ce sens-là, sachant qu'à la base, il n'y avait pas un jeu qui était prêt, il y avait un concept. Et moi j'adore aussi, tu vois, quand tu crées, tu peux aussi bien créer des concepts, des jeux, tout ça pour moi c'est un petit peu du pareil au même. D'accord. Donc il y avait vraiment cette idée de créer un jeu de cartes avec plein de spécificités qui n'existaient pas dans ce milieu-là, et après de créer un jeu autour de tout ça pour que ça fonctionne. Voilà. Quand tu dis plein de spécificités qui n'existaient pas, tu parles de le lien numérique avec les cartes directement, ou tu avais d'autres idées ? Alors le premier point, en fait, le point déclencheur, ça a été de se dire, j'avais vu, j'en avais déjà parlé, je crois dernièrement, c'était l'apparition de Keyforge. Keyforge, pour moi, ça a été le déclic qui m'a fait dire, aujourd'hui, on est capable d'imprimer en grande quantité, numériquement parlant. Ça Ouais. signifiait quoi ? C'est qu'avant, tu avais l'offset et des grosses presses rotatives qui permettaient toujours d'imprimer la même planche. Donc typiquement, un jeu comme Magic, c'est ça, tu vois, ils ont toujours besoin de répliquer la même carte. L'impression numérique permet que chaque planche est différente de la précédente. Et ça, avant, c'était limité à des petites séries. Pourquoi ? Parce que c'était lent, c'était pas rapide, la qualité n'était pas encore au niveau de l'offset. Keyforge a prouvé qu'aujourd'hui, on n'était plus capable de faire la différence entre de l'offset et du numérique, et qu'en plus, la cadence des machines était capable de produire des grandes quantités. Donc pour moi, dans ma tête, ça m'a fait dire, ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, on est capable de produire un jeu un jeu de cartes, par exemple, dont les cartes pourraient être toutes différentes. Et je me dis, appliquer un TCG, mais ça serait génial. Moi, ça faisait écho à mon rêve de gamin. Je me disais, ouais, chaque carte dans un booster pourrait être différente de l'autre. C'était vraiment ça l'idée des cartes altérées. C'était de se dire, on a une carte A, et elle pourra avoir X milliards de variantes possibles, et aux gens de construire un deck avec ça, et c'était vraiment l'idée de base. Donc si on reprend un peu juste pour les personnes qui nous écoutent qui sont peut-être pas familières avec Altered, donc c'est un jeu de cartes à collectionner dont un des grands principes, c'est ce que tu évoques, les cartes existent toutes en 3 raretés, C'est ça. en commune et en rare, qui sont assez souvent présentes dans les boosters. Alors vous imaginez bien les rares moins que les communes, évidemment. Et chaque carte existe en version altérée, donc quand j'ouvre un booster, j'ai la possibilité faible d'avoir une carte qui est unique au monde. Personne d'autre aura cette carte, il y a une caractéristique qui a été modifiée, altérée, et cette carte, je suis le seul à l'avoir, personne d'autre aura cette carte-là. C'est ça, ouais. Voilà. L'idée, c'était vraiment de retrouver du plaisir à l'ouverture d'un booster, et aussi en jouant, ça veut dire qu'on allait affronter des gens qui allaient au moins avoir 3 cartes, parce que c'est maximum 3 cartes uniques quand on crée le deck, on peut pas en mettre plus, c'est logique. Retrouver ce plaisir de dire, tiens, cette carte-là, je ne la connais pas. Donc voilà, retrouver du plaisir à l'ouverture d'un booster et durant la partie. C'était vraiment le concept. C'est drôle parce que c'est proche de ce que Richard Garfield raconte d'ailleurs en interview sur Keyforge. J'avais lu pas mal de choses sur le sujet. Et donc Richard Garfield qui a créé Magic, et je pense que tu as joué, je sais que tu as joué à Magic aussi pas mal. Et il évoque ce côté pré-internet en fait, et pré-decklist, du moment notamment des avant-premières de Magic, où t'allais ouvrir des boosters pour construire ton deck et tu ne connaissais pas les cartes.
Ce qui a changé aujourd'hui, puisque les cartes sont spoilées au fur et à mesure. Et donc, quand tu arrives pour ton avant-première, si tu as regardé, tu connais déjà les cartes, elles sont déjà connues des joueurs et des joueuses. Et il évoquait ce plaisir d'ouvrir quelque chose et de pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et c'était à l'essence même de Keyforge, ce que moi j'avais adoré. Et d'ailleurs, j'avais suivi un peu le principe de Richard, où j'avais rien regardé du tout sur Internet, je connaissais pas les cartes. Et donc, chaque ouverture de deck, effectivement, avait un côté un peu électrisant. Et c'est marrant de voir que vous partez un peu du même point de départ, de se dire ce plaisir-là, il existait et il a été dilué par la manière dont les TCG ont évolué au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on peut le ramener, cette excitation à l'ouverture des boosters, et puis quand on découvre les cartes de son adversaire. Et vous avez pris deux chemins très différents, mais qui amènent ce même, cette même volonté. Quoi. Il a été précurseur, et c'est vrai que moi j'ai vécu cette époque, Magic 93, le lancement, et tout ce qu'il décrit, je l'ai vécu. Et c'est aussi cette nostalgie-là qui m'a poussé à me dire, tiens, j'aimerais pousser vraiment ce concept-là, parce que c'était une époque qui était formidable. Donc on sait que la nostalgie, parfois, embellit un peu les choses, mais là je crois sincèrement que le fait de ne pas savoir ce que tu vas trouver dans un booster, c'est quand même un gros plus. Ouais, on en revient un peu au plaisir de l'ouverture booster qu'on avait eu lorsqu'on avait discuté avec JB et Laurent de l'Organa sur le fait de dire c'est quand même le fondement du truc. Je reviens juste un point en arrière sur l'impression numérique versus l'impression classique. Ça, je tilte vachement dessus parce que je me dis, moi, j'ai jamais vu de la différence en tant que joueur basique du truc. J'ai jamais, tu m'apprends en fait que effectivement, et c'est logique quand tu le dis, effectivement, à un moment, il y a eu un changement. Comment toi tu as su ça? Parce qu'en fait ça c'est vraiment un truc je vais pas dire de concepteur de jeu, mais de personnes qui s'intéressent vraiment à comment se passe l'industrie, de se dire tiens, il y a eu un changement technologique dans la conception qui permet de pousser un poids plus loin. Ça, moi qui forge, je me suis jamais demandé j'ai dû me demander comment c'était imprimé. Je me suis dit ils ont fait la planche et voilà, c'était fait quoi. Mais jamais je me suis dit que c'était forcément une impression numérique quoi. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que je suis curieux de nature, donc j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent. Et puis deux, moi le graphisme c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. C'est vrai que le maquettage j'avais appris quand j'étais à la fac en autodidacte, et du coup forcément je me suis intéressé à toutes les techniques d'impression, comment ça fonctionnait, tout ça. Donc j'ai une très bonne connaissance de ça. Tu vois, au début de Libellude, j'étais tout seul et toute la maquette, les boîtes, tout ça. Alors pas les dessins, mais juste tout ce qui est maquette et tout, mise en page, j'avais tout fait. Donc j'avais une bonne connaissance un petit peu de la chaîne graphique, on va dire. Donc effectivement, Léon, on l'a pas évoqué, mais on l'a évoqué rapidement, mais tu as fondé Libellude, que tu as revendu à Asmodée il y a quelques années maintenant, et on en reviendra, c'est une des choses qui ont permis le lancement de Equinox. Et ce qui fait aussi que fondamentalement, tu avais un lien avec beaucoup de personnes de l'industrie, et j'imagine que quand Keyforge se lance, qui est à l'époque distribué par Asmodée, même si maintenant ça bouge, mais à l'époque c'est Asmodée qui le lance, au travers de FFG, il y a un truc de tu dois pouvoir discuter avec eux, j'imagine, de comment ça s'est passé, un peu du behind the scene. Est-ce que tu as les contacts à ce moment-là ou Alors, moi j'étais à la Gen Con au moment où Keyforge s'est lancé, et c'était vrai que c'était le buzz du salon, c'était la folie, tout le monde voulait des boîtes, il n'y en avait pas assez, c'était le truc auquel il fallait jouer. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu magique, sans mauvais jeu de mots, à tout ça, quoi. C'est vrai que c'était... Donc, après les coulisses, j'ai pas plus suivi que ça. En tout cas, j'ai vu l'effervescence des débuts et elle était vraiment chouette à vivre. Moi, je me souviens que j'étais aussi à cette Gen Con avec Bruno Catala pour la sortie de Nagaraja, et je m'étais pas battu, mais j'avais vraiment essayé de tirer tous les petits leviers qu'il y avait autour de moi pour essayer de récupérer 2 decks et repartir avec. Et j'avais eu 2 decks, et avec Elodie, ma conjointe, on a fait je pense 50 parties avec les 2 mêmes decks en attendant la sortie impatiemment. C'est vrai, mais il y avait tous les potes qui étaient restés en France et qui me disaient ouais, faut que tu m'en ramènes. J'ai dit là, vous êtes déçus, je vais pas pouvoir en ramener pour tout le monde. Quelques passes droits, mais pas tant que ça non plus. C'est intéressant parce que du coup, alors anecdote, je sais pas si moi je la trouve très fun quand je la repasse dans ma tête. Cannes 2000, alors 2000, je vais dire une connerie, au tout début de Cannes pour moi, c'était il y a 7 ou 8 ans peut-être. C'était hier. T'étais encore chez Libellude, donc peut-être une des dernières années chez Libellude que tu faisais, sans le savoir ou sans que je le sache moi. On s'interviewe. Enfin, je fais une interview de toi. Je t'en souviens probablement pas, mais moi je m'en souviens parce que on essaie d'avoir des personnes importantes dans l'industrie. C'était un premier podcast que j'avais à l'époque, et ainsi de suite. Et on fait une interview ensemble, et j'ai un pote à moi qui m'accompagne pour l'interview, qui prend des photos, machin et tout. Et l'interview est jamais sortie, on cherchait pas. Et à un moment on discute et on parle de jeux de cartes.
Je sais plus comment on arrive à ça, et je dis, et tu me dis, ouais, moi j'aime bien les jeux de cartes et tout, et t'as l'intention ou une idée de création de jeux de cartes, et je me souviens que tu me dis, ouais, enfin j'ai des idées, j'ai des envies, il y a des trucs, j'aimerais bien lancer un TCG un jour, éventuellement, machin quoi, et on parle de numérique en même temps, je sais plus dans quel truc, parce que je crois que j'avais lu un truc sur le fait que tu kiffais un peu tout ce qui était technologie numérique. Et je lance un peu là-dessus et on en discute vite fait, mais on passe après à autre chose. Et aujourd'hui, tu sors Alterne et j'arrête pas de me dire, putain, s'il faut à l'époque, t'avais peut-être la prise d'idée que dedans et que tu en parlais déjà sans le savoir ou sans vouloir en parler. Et ça m'avait rendu un peu excité de me dire, ah putain, j'avais déjà l'info sans le savoir, c'était assez intéressant. Alors c'est vrai que j'avais certainement des petites bribes, tu vois, les idées des cartes altérées, c'est né avec les possibilités qu'offrait Keyforge, donc ça date forcément d'après. Et oui, c'était une idée mais qui était fugace. Je pense que jamais j'aurais pensé à cette époque-là, sincèrement, me dire ouais, à un moment je vais lancer un propre TCG, parce que c'est comme un chemin droit, tu vois. Donc, mais oui, l'envie devait être là déjà, tu vois. Il y avait déjà des idées. Je pense que c'est un truc qu'on retrouve chez plein d'auteurs et d'autrices de jeux qui ont joué à des TCG un jour, quoi. Je sais que moi, c'est un rêve de bosser sur un truc directement ou indirectement, mais Magic, ça a fait, et ça fait une part importante de ma vie. C'est des jeux qui font rêver aussi, on va y revenir un peu en termes de game design, puisque y a un truc de la semi-infinité, là où un jeu de société a un moment un peu un truc de c'est fini, on va pas rajouter du contenu à l'infini, et on n'a pas la possibilité de se renouveler. C'est des logiques de création qui sont quand même vraiment très très différentes. Il y a un truc de l'ordre du fantasme qui est hyper excitant dans cette idée de faire des jeux et de bosser sur des jeux de cartes à collectionner. On a vu un peu comment est né Alterne dans ton esprit, de se dire ok, il y a une possibilité de faire des trucs numériquement dans le sens algorithmique, je veux le dire comme ça pour pas être insultant, mais il y en a. Comment se passe la suite? Tu fondes Equinox pour dire ok, on va partir sur ça. L'idée, elle est juste, elle est loin d'être thématique pour l'instant, elle est juste mécanique dans le sens. Elle était aussi thématique. Elle était thématique aussi. Il y avait quand même déjà des bribes, tu vois, la volonté de faire un monde inclusif, coloré, tout ça. Déjà, c'était, j'avais revu les archives, tu vois, le premier pitch que j'avais rédigé à l'époque, et c'était déjà présent, voilà. D'accord. L'idée de mêler les mondes pour en faire un seul. Ça, c'est venu très vite. On a cherché aussi d'autres choses et ça paraissait tellement évident, parce que l'altération, une carte altérée, c'est vrai que ça fait écho à l'imaginaire. En plus, ça bouclait le truc avec mon histoire perso, avec Libellud, Dixit et tout. Donc je trouvais que le clin d'œil était chouette et on était dans une espèce de forme de continuité. Donc il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient posées. Comment ça s'est passé concrètement? À l'époque, je pose plein de pitchs de projets, voilà, sur le papier, et il y en avait plein qui n'étaient pas du tout dans le domaine du jeu. Et à un moment, je me dis bon, Régis, sois réaliste. Les autres domaines, ça a l'air très sympa, t'y connais rien, et statistiquement, tu sais que c'est le meilleur moyen de te gameler. C'était quoi les autres domaines pour ça? De l'hôtellerie, des lieux immersifs, des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc, j'aurais peut-être trouvé quelqu'un, tu vois, qui était dans la branche, une association, pourquoi pas, mais tout seul, sans rien y connaître, je me dis non, c'est pas raisonnable. Donc, il y avait ce projet de TCG, tu vois, avec ce concept-là, et je me suis dit, déjà, avant d'imaginer me lancer là-dedans, allons le présenter à des gens de l'industrie, tu vois. Si des gens qui ont quand même de la bouteille me disent ouais, bon, bof, laisse tomber, quoi. Si par contre ça les convainc, il y a peut-être un truc à faire. Donc là, je prends rendez-vous avec JC, Jean-Christophe Giraud, donc qui bosse à Asmodée, qui est un partenaire de longue date, une maison que je connais bien, avec Marc Nunes, qui était le fondateur d'Asmodée, et Stéphane Carville, donc leur CEO. Et je leur présente le projet. Et là, ils me disent, écoute, ouais, le concept a l'air super bien. Par contre, effectivement, tu as beaucoup de freins techniques à lever avant qu'on soit sûr que ça soit faisable. Écoute, reviens nous voir dans un an. Et puis si tu as levé les freins techniques et tout, on en reparle, et puis go. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, pendant un an, on est une petite équipe. J'avais commencé à recruter. On est monté à 6 personnes. On est retourné voir Asmodée, on avait levé tous les freins techniques, et là ils nous ont dit écoutez, on va vous suivre, et on a envie d'être avec vous, de distribuer le jeu, tout ça. Donc, et c'était chouette parce qu'on a pu vraiment construire une histoire avec eux. Et ils ont pas. Et aujourd'hui, c'est des vrais partenaires. Ils sont aussi dans nos prises de décision. On a rencontré toutes les distribution units, donc l'Asmodée Allemagne, Asmodée États-Unis, tout ça, pour échanger avec eux, pour voir comment au niveau marketing on pouvait mettre des choses en place. Donc
Et ça, c'est hyper important quand tu fais un TCG, d'avoir un distributeur qui soit déjà qui ait une diffusion mondiale, parce que lancer un TCG, c'est tellement une grosse machinerie, tu ne peux pas le lancer juste dans un pays, c'est pas économiquement viable aussi, parce que ça demande beaucoup de moyens. Et voilà, donc c'était voilà comment ça s'est un petit peu passé. Quand tu parles de frein technique, tu fais référence à quoi, juste pour se donner une idée? Par exemple, les QR codes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux générer des QR codes pour que chaque carte ait un identifiant unique? Est-ce que tout ça, c'est possible dans des coûts qui sont aussi abordables? Parce que bon, Keyforge, ok, je savais que l'impression numérique, ils avaient pu faire des decks différents et tout, mais est-ce que appliqué au système d'un booster, tout ça, est-ce que finalement, si on se retrouve avec des boosters à 10 €, c'est bien, c'est pas possible, c'est pas viable. Donc il fallait lever tout un tas de freins techniques. Il y avait aussi cette question des NFT, parce que forcément, généralement, dès qu'il y a un QR code, il y a le côté ah oui, mais NFT, machin et tout. Donc moi, je me suis aussi beaucoup renseigné sur ce qu'étaient les NFT, la blockchain. On a eu beaucoup de conseils, parce que moi, quand je sais pas, je prends souvent des gens qui conseillent. Et on a décidé de ne pas partir là-dessus parce que déjà ça avait très mauvaise presse, qu'on n'en avait pas spécialement besoin non plus, on pouvait se contenter d'une base de données classique. Et puis voilà, donc voilà, il y avait des petits freins techniques aussi au niveau juridique, au niveau voilà, il fallait baliser un petit peu tout, sûr. Revenir avec un budget, une équipe, des projections, enfin quelque chose de vraiment sérieux pour qu'ils puissent adhérer totalement au projet, quoi. D'accord, donc l'idée du QR code et carte unique, tout ça était déjà en place très tôt dans la création même et dans la présentation. Le Kickstarter, c'était l'idée de se dire aujourd'hui Kickstarter est un super moyen de fédérer une communauté et de donner une caisse de résonance médiatique à un projet. Et nous, c'est vraiment ce qu'il nous faut, parce qu'on était aussi conscients qu'on n'avait pas de licence. Tu vois, c'est vrai que quand tu arrives, t'es Disney, c'est sûr que déjà les gens, t'as pas besoin de te présenter, ils te connaissent tous. Nous, on arrive avec notre univers, forcément, on connaît pas. C'est aussi pour ça que le pitch de la fusion du monde des rêves et de la réalité, c'était quelque chose de très fort, parce qu'on pouvait reprendre finalement des personnages emblématiques de la pop culture ou de la littérature. Tu vois, on peut reprendre un Peter Pan, on peut reprendre... Oui, c'est une des questions qui allait venir sur effectivement pourquoi, j'imagine que c'est une problème de licence et c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. T'avais une question, pardon, je t'ai coupé. Non, j'avais deux trucs là qui me viennent. Le premier sur les logiques de synergie et de groupe, c'est assez joli et je trouve que c'est une des premières fois où je trouve que ça marche aussi bien dans le giron Asmodée. Il y a aussi GameGenix, qui est donc un accessoiriste de jeux de cartes et de jeux de société d'ailleurs, et avec qui vous avez un partenariat qui est très très fort, avec qui vous travaillez sur des produits dérivés. Et je trouve ça impressionnant comme les produits dérivés arrivent tout de suite, à la fin dans le Kickstarter et puis dès la sortie du jeu, et ils sont cohérents, réfléchis au sein des équipes. Ça, c'était une vraie belle rencontre. Hein. Et c'est très fort, je trouve. Il y a un truc de ça amène des beaux produits qui sont bien faits, là où j'imagine que... Alors maintenant, il doit y avoir des histoires de partenariat au final, mais si vous étiez sorti sans la connaissance de GameGenix, peut-être que les produits seraient arrivés après, dans un second temps, avec des discussions qui n'étaient pas forcément aussi fortes et donc des produits qui n'étaient pas aussi parfaits. Là, il y a vraiment un truc de... C'est beau cette synergie, je trouve, entre à la fin, on a les accessoires du JCC qui arrivent tout de suite et qui sont parfaitement designés pour être parfaitement le truc, quoi. Une petite anecdote là-dessus, c'est vrai que donc GameGenix, c'est un groupe qui développe des accessoires, comme tu l'as expliqué, qui est la propriété d'Asmodée. Mais c'est pas Asmodée qui nous a dit tiens, il faut que vous alliez bosser avec GameGenix, c'est à nous tout ça. Non, c'est vraiment nous qui nous sommes dit on veut une gamme d'accessoires. C'est vrai qu'il y a GameGenix qui appartient à Asmodée, ils font des super bons produits. Si en plus on pouvait trouver une autre synergie avec une boîte appartenant à Asmodée, parce que c'est toujours plus simple de bosser dans un écosystème un peu clos, parce que y a beaucoup plus de facilité, plein de choses, ça serait cool. Donc on va à Essen, ils sont basés à Essen, c'est le petit clin d'œil qui est rigolo, et là on rencontre Adrien Alonso et toute son équipe, et en fait tu te rends compte que, je me souviens à l'époque, Adrien me disait du taf, j'en ai ras la casquette, j'ai plein de choses à faire et tout, la bande passante on n'en a pas vraiment, et là on lui pitch le projet, on les fait jouer, et là j'ai vu la lumière dans ses yeux, parce que c'est un pur créatif, c'est un mec qui adore le design et tout, et en fait il s'est vu en nous, tu vois, ça veut dire nous, notre volonté d'innover, de vouloir un peu changer des choses, lui il a la même philosophie avec les accessoires, et du coup c'est vraiment une rencontre humaine qui a fait que en fait ils se sont défoncés, tu vois. Et donc c'est pas, parfois de l'extérieur on se dit juste oui c'est normal, c'est Asmodée, donc ils ont fait bosser. Non, en fait pas du tout. Ouais, c'est en plus. C'est incroyable, d'ailleurs moi je l'ai rencontré à la journée presse influenceur Altered, là il était présent, le patron de GameGenix,
Et on a discuté un peu, il parle français en plus, donc c'était encore plus facile. Polyglotte, il est formidable. Et effectivement, moi j'étais soufflé de. En fait, je croise Jean-Christophe d'Asmodée, on discute un peu, je dis Game Genius, c'est tellement un très bon rachat d'Asmodée, c'est tellement une belle gamme, j'ai repris Magic et c'est trop bien. Il me dit va le dire à Adrien, il est juste là quoi. Donc là je suis un peu genre merde, j'ai fait le malin à dire que c'était bien, mais devant la vraie personne j'ai envie de lui dire, mais je le connais pas, ça fait peut-être un peu bizarre. Donc je vais le voir quand même et je lui dis écoute, je suis retombé dedans, j'ai acheté des deckbox pour Magic et tous les accessoires ils sont vraiment nickel. On n'est pas sponsorisé Game Genius, mais vraiment c'est nickel. Mais si vous voulez envoyer des trucs, faites-le. Très très beau boulot, trop chouette quoi. Et effectivement j'ai été soufflé parce que le gars est passionné d'accessoires de jeux de cartes entre autres, et donc il m'a montré mais regarde là on a fait ça sur cette deckbox, regarde il y a tel petit truc, et c'était étonnant parce qu'il y a un truc qui a l'air moins créatif de prime abord sur c'est des sleeves et des deckbox, mais non en fait c'est vachement plus que ça, et il a une vraie réflexion très créative de se dire non regarde ces sleeves on les a fait comme ça, on a changé un peu cette techno, on a développé tel truc, et je me suis retrouvé, je me sentais vraiment comme le geek suprême, mais à parler fabrication d'accessoires avec un type qui était passionné et c'était passionnant au possible. Et tu vois, dans leur démarche de création, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est vraiment des gens qui jouent au jeu, et après avoir joué au jeu, ils se disent quels vont être les besoins des joueurs et des joueuses. Ça c'est intéressant pour le coup. Et ouais, parce que il y a trop souvent, on a vraiment cette impression de est-ce qu'ils ont testé eux-mêmes le produit avant de dire. C'est une question qu'on pose souvent aux illustrateurs ou illustratrices de est-ce que tu as testé le jeu avant de commencer à travailler dessus, et en fait ça peut paraître idiot, mais effectivement connaître l'essence du jeu, ce que ça t'a apporté en sensation et en termes de mécanique et de choses, ça donne des idées et des envies en fait. Surtout qu'à l'époque ils auraient très bien pu le dire, et c'était le cas, Altered c'est juste un pitch sur un PowerPoint, des quelques cartes en proto, super, on va prendre des boîtes qui existent déjà, on va stamper le logo Altered dessus, bravo, super, soyez contents. Non, en fait ils ont tout ce qu'ils nous ont développé, ils l'ont fait spécifiquement pour Altered, que ce soit les tokens acryliques, la piste de score acrylique, les sleeves qui sont designés avec nos logos, la boîte où tu peux tout mettre est fait. Le héros devant. Mais ouais, tout est fait pour nous. Ouais. Et encore une fois, on était nobody quand on est arrivé chez lui, donc c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, donc non, il avait le mojo, mais ça qui est génial, tu vois, dans un milieu de passionnés, t'arrives à avoir des choses comme ça qui, je pense, n'auraient pas lieu dans une autre industrie. On te dirait, écoute, si un jour ça marche, tu reviens nous revoir et puis on verra ce qu'on peut faire, tu vois. On va pas investir du temps et de l'argent pour un truc purement hypothétique. Comment évoluer le jeu depuis ce moment-là? C'est-à-dire là, on est encore dans la création, dans le pitch, on a quelques petits protos. Vous êtes quoi, 6? Tu m'as dit 6 personnes environ? Ouais. Toute la première année, on était 6. D'accord. Il y avait déjà 2 game designers, plus moi. Puis après, on a un petit peu étoffé l'équipe. Et en fait, dans la phase, il y a vraiment deux temps vraiment très différents. Il y a le temps pour bâtir le core design, tu vois, la core mécanique, qu'est-ce qui va animer le squelette en fait du jeu, sur lequel après tu vas pouvoir construire sereinement et designer des cartes. Et tant que ce squelette-là, il n'est pas solide, designer des cartes, c'est casse-gueule, parce que forcément ton truc il est stable. Et pourtant, il faut designer des cartes pour tester le truc. Ouais. Et c'est le côté hyper frustrant de devoir remettre en question sans arrêt ta création, parce qu'en fin de compte c'est quelque chose qui est en constante évolution, et il y a un moment forcément c'est ok, tu vois, tu te dis ça marche, c'est bon, pourquoi on irait plus loin? Et moi je me souviens qu'on faisait des tests, et on en fait toujours toutes les semaines, et il y avait un protocole avec tout un questionnaire, un Google Form à remplir. Les gens disaient alors l'accessibilité, ceci, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. On a pu suivre vraiment l'évolution de chaque pan du jeu au fil des semaines et des mois. Et surtout, c'était l'intransigeance de dire que si un truc qui n'est pas compris, qui est mal compris, qui est boum, on casse, on refait. Et ça, c'est très très dur quand tu es dans une équipe, de dire il faut le faire. Et parfois, tu sens qu'il y a du frein, de dire non, mais ça marche quand même suffisamment, il n'y a pas besoin d'eux. Et si, en fait, il y a besoin si tu veux arriver au truc le plus smooth possible. Et ça c'est fou parce que ok, on en a parlé 1000 fois, le fait de itérer, de changer, de dire ok ça fonctionne pas, je vais retravailler. Enfin Théo t'en as parlé 1000 fois, mais là on est encore dans sa même idée, mais t'as une équipe à gérer en plus. T'as vraiment 6-7 personnes sur lesquelles il faut convaincre des idées qui se croisent, des envies qui vont se croiser, ou des perceptions de non, pour moi ça fonctionne, toi ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait la différence et qui a le droit, qui a pas le droit? Comment tu gères ça en fait? Comment tu t'arrives à... Parce que dire ok ce symbole là il n'est pas compris, moi je le comprends très bien quand je le vois en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on va le changer ou on va pas le changer? C'est là que tester ton jeu régulièrement avec des regards extérieurs est super important, parce que
t'enlèves toute la partie un peu les biais, tu vois, qui sont liés, qui sont tes propres biais. Et là, à un moment donné, quand t'as 10-15 personnes qui vont te dire, bah ça, je l'ai pas compris, à part être de mauvaise foi, tu vois. Bah, oui, ok, quand c'est clair sur le truc, mais effectivement, tu me dis, parfois les personnes, enfin, tu peux avoir un truc de. Bah, ça s'équilibre un peu sur les 10-15 personnes qui l'ont testé, il y a la moitié qui comprennent, la moitié qui ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il faut quand même le changer parce que tu as quand même une bonne partie qui comprend. Bah ouais, d'accord. Okay. C'est ça. Mais c'est obligatoire parce que si tu te contentes toujours de dire, ouais, bah, ça passe, en fait, c'est comme si ton jeu il est moyen, tu dis au final, ouais, bah, ça passera. Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit tu arrives avec quelque chose qui est vraiment bien, qui propose une vraie belle expérience, soit, de mon point de vue, faut pas y aller, surtout avec et là j'ai parlé un peu marché, mais un marché qui est vraiment embouteillé. Enfin, c'est pas la peine, quoi. Ouais, on va en parler du marché du TCG. Oui. Sur les tests, moi j'ai trouvé ça bluffant parce que vous avez très vite mis en place des campagnes de tests, notamment sur les festivals. Je pense entre autres à Parthenay, avec un festival avec lequel tu as un lien assez fort, mais où on testait Altered alors que c'était vraiment pas fini. Il y avait plein de choses qui bougeaient, qui a une logique très test de jeu de société. Ce qui est assez logique quand on voit ton background, ce qui fait sens. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter ou de discuter avec d'autres boîtes qui font du JCC pour voir quels sont les processus ? Est-ce que c'est quelque chose qui est classique ? J'avais l'impression que, parce que j'étais pas là au début des autres JCC, donc forcément j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais que j'ai l'impression que c'est les autres JCC, il y a un truc très vase clos, NDA, on teste en petite équipe, on montre rien, alors que là très vite il y avait des tests publics très publics. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes qui font du JCC ? Est-ce que c'était propre à Altered ou... Non, je pense que généralement c'est très en vase clos, on laisse rien filtrer, tout ça et tout. Moi, généralement, je suis pas parano, donc oui, à un moment, si les gens parlent de ton truc, ils en parlent, bah, c'est bien, tu vois, à un moment donné, nous, de toute façon, on est personne. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver avec eux ? À un moment, plein de gens parlent de nos trucs, ce serait plutôt chouette. Donc, ouais, non, je suis pas ultra parano. Après, ce qu'il faut affronter, c'est faire comprendre aux gens que ce que tu leur fais tester, c'est temporaire. Et c'est vrai que il y a un biais aussi. Les gens, quand ils jouent pour la première fois Altered à des versions qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas finies, ils ont tendance à se dire ouais, c'est pas fou, c'est pas machin, ces trucs. Et toi, il faut le recevoir aussi. Et tu sais que t'as des gens qui vont pas le comprendre, ils vont juste le juger en l'état en disant oh là là, les pauvres, ils sont dans un truc, c'est pas gagné pour eux, ça va être dur. Nous, on sait que derrière, il y aura beaucoup d'itérations. Les gens, ils ont du mal à le percevoir. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est parfois des choses qui sont un petit peu dures à recevoir, mais c'est un mal pour un bien. Ouais, donc ce qui était compliqué, j'ai trouvé pour l'industrie à comprendre, c'est que c'était un projet sur du long terme de développement. Ouais. Et donc je sais qu'il y avait un truc où tout le monde en parlait de « Regardez, Régis, il lance un jeu de cartes à collectionner, trop bien, oulala, c'est fou. Ah mais ils sont déjà 10 dans l'équipe alors que le jeu il est prévu pour dans 2 ans, mais comment ils vont faire ? Mais oh là là, il faut payer tous ces salaires, il faut gérer toute cette équipe. » Il y avait un truc vraiment un peu de « Wow, le projet il est porté par un truc très fort, mais très inhabituel pour le milieu du jeu de société, où les projets sont généralement gérés par des petites équipes ou par leurs auteurs et autrices, et qui derrière vont aller assez vite dans le réseau des boutiques. C'est rare qu'on passe autant de temps sur un développement. Là où il y avait, et moi c'est un truc qui m'a tout de suite donné envie de croire au projet, et un truc qui était assez joli et assez inspirant sur, ok, il y avait de l'ambition dès le départ en fait. C'était pas, oh je fais un petit truc et puis voilà, on fait de notre mieux et on va voir. C'était, ok, on fait un gros truc, on fait de notre mieux et on va voir. Il n'y avait pas de prétention, il y avait vraiment que de l'ambition derrière, de se dire, ok, on va le faire le mieux possible. Et le faire le mieux possible, c'est effectivement passer par des tests assez tôt, avoir une équipe derrière qui est une charge salariale et une somme d'argent à dépenser très rapidement, mais pour se dire, ok, quand on le fait à la fin, et quand on regardera, il n'y aura pas de regret de se dire, ok, on a tout bien fait, quoi. Du moins, on a essayé de faire au mieux, quoi. Et ça, c'était étonnant pour l'industrie. Oui, en fait, tu te rends compte qu'en apparence, ça paraît très similaire, l'industrie du jeu de société et du jeu de cartes à collectionner. Et en fait, pas tant que ça. C'est assez différent, même dans les volumes. C'est vrai que, honnêtement, on m'a souvent posé cette question mais pourquoi tu fais pas pourquoi tu fais pas un jeu de cartes standard, pourquoi tu fais un jeu de cartes à collectionner ? Tout simplement parce que si on faisait un LCG, on n'a juste pas les moyens d'avoir l'équipe en place pour développer tout ça. Ça serait juste en fait pas possible. Tu peux pas payer autant de graphistes, autant de game designers, en fait ça serait pas du tout le même jeu et ça serait un jeu de société. Mais du coup
il n'a pas la même ambition. Donc, Du coup, ce serait intéressant de comparer de comment ça fonctionne pour, je dis n'importe quoi, Marvel Champions ou trucs comme ça, qui sont des trucs un peu finis, quoi, et qui ne demandent pas une charge de travail nécessaire régulière pour ressortir une extension très rapidement derrière et en termes de nombre de cartes. Et pour toi, parce que du coup, j'essaie de faire la différence entre la comparaison, créer un jeu de société et itérer dans son coin, entre guillemets, avec ses bêta-testeurs dans son coin, versus créer un jeu, un TCG qui va demander beaucoup de temps d'itération et j'ai envie de dire fois 10, et je pense que je suis très loin de la réalité. C'est pas vertigineux dans l'idée pour toi en tant que créateur, Théo ? Si, de ouf. Il y a un truc mais c'est positivement vertigineux. Il y a un truc de... effectivement, il y a tellement de choses à faire, de choses à penser, d'imaginer, rien que, et on y reviendra un peu, mais c'est des jeux qui doivent s'étirer dans le temps et qui doivent aller dans le futur, donc il faut laisser des portes ouvertes. Là où on a tendance à être un peu sharp sur les jeux de société, de se dire ok, il y a un petit truc qui dépasse, je l'enlève, en fait, ça dépasse, ça sert à rien. Et on a aussi tendance à être vachement dans une logique qu'on a déjà évoquée, mais de milquer une mécanique, de se dire cette mécanique elle est sur une carte, je vais la remettre sur 5 autres cartes, comme ça une fois que les joueuses l'ont appris, ils peuvent s'en servir plusieurs fois. Là où forcément, et Altered c'est encore un peu plus particulier, et je l'avais noté dans ma prise de notes, puisque cette notion de carte unique amène le fait que il faut avoir plein de possibilités pour créer des cartes altérées et des cartes uniques, donc il a fallu qu'il y ait beaucoup de leviers en termes de game design, notamment, pour la faire très courte, on va pas vous expliquer les règles d'Alterne, mais les cartes sont jouables de 2 manières différentes, depuis sa main ou depuis sa réserve, qui est une zone dans laquelle vont les cartes une fois qu'on les a jouées une première fois. C'est un peu plus riche que ça, mais en gros on peut jouer les cartes 2 fois, et elles ont des coûts potentiellement différents et des effets potentiellement différents en fonction de là où on les joue. J'ai l'impression que ça c'est nécessaire aussi pour avoir la possibilité de faire beaucoup d'extensions et d'ouvrir plein de portes, et puis d'altérer les cartes, de se dire j'ai 2 coups de mana différents, ça m'ouvre déjà 2 leviers supplémentaires en termes de gestion, là où j'ai l'impression que si on compare à Magic, parce que c'est un peu le grand ancien, faire des cartes uniques dans Magic, ça serait l'enfer en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de leviers sur lesquels on peut bouger, qui sont pas tellement impactants que ça casserait complètement l'équilibre. Donc il y a un truc de presque de l'opulence mécanique nécessaire qui est assez chouette et qui est intéressante, mais qui effectivement est pas à l'inverse, mais presque des fois des logiques de création de board game. Et ça a été un point qui a été très très complexe, parce qu'à la fois, comme tu disais, il fallait assez de variables pour pouvoir arriver à générer des cartes uniques au monde, et suffisamment. Et ça, c'était tout en gardant une accessibilité au jeu qui soit réelle, parce que pour de la complexité, tu peux en faire, mais après, si c'est pour ton jeu, il faut avoir bac plus 5, option je ne sais quoi pour y jouer, c'est pas la peine. Donc ça, c'était vraiment la grande difficulté. Et les gens, c'est vrai, ils s'en rendent absolument pas compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils jugeaient de notre gameplay, ils n'avaient pas tous ces éléments-là en tête. Ils disaient pas, tiens, ils ont mis 3 caractéristiques parce qu'effectivement, il fallait pouvoir générer suffisamment de machin, des exponentiels. Ben non, en fait, ils vont juste se dire, j'aime ou j'aime pas, tu vois. Et ça, on pouvait pas... De toute façon, l'argument de leur expliquer du oui, mais ils t'aiment pas, mais on l'a fait parce que on avait besoin d'eux, en fait, ils en ont cure. Et c'est normal, tu vois. Eux, c'est des joueurs, des joueuses, ils ont envie de s'amuser. C'est tout. Tout le reste, ça nous concerne. Donc, c'était à nous de faire en sorte que ça soit invisible. Cette forme de complexité, parce que c'est une vraie complexité à créer, soit vraiment invisible pour les gens à la fin. Mais alors, du coup, le jeu s'adresse... putain, j'ai trop de questions, je pars trop loin d'un jeu. Là, on a déjà une première grosse difficulté sur l'itération de ce que tu as appelé le core game, c'est vraiment la mécanique core de base du jeu. Comment on parle même pas d'équilibrage de jeu. On est encore 1000 fois trop loin par rapport à ça. Mais déjà, ça, quand vous le testez, vous avez déjà en tête toute la mécanique générale du jeu de ok, ça va être un jeu de, je sais pas, un tir à la corde, mais grosso, je vais le résumer comme ça parce que c'est une forme de majorité qui va faire avancer des personnages. Ça, vous l'avez déjà en tête. L'idée de chemin pour avancer, je sais qu'elle a évolué parce que moi, quand j'avais... C'était pas dans la version initiale. C'était pas dans la version initiale. Non. C'était complètement différent. Ouais. À la base, c'était des cartes qu'on révélait où il y avait 3 caractéristiques et on gagnait ou pas ces cartes-là. Il fallait en avoir un certain nombre. Et on a eu encore 10 000 autres versions pour aboutir à celle-là qui est juste parfaite pour le jeu. Mais ça a été... Et ça fait partie, tu vois, des choses qui ont été dures à remettre en question. Parce que, tu vois, le système, avant, il marchait, tu vois, c'était OK. Sauf qu'à partir du moment... Et là, je me souviens du forcing que ça a été pour dire, si, il va falloir quand même trouver une autre solution parce que c'est pas assez.
il y a eu en interne beaucoup de... Alors, c'est pas de la réticence, parce que, tu vois, c'est assez péjoratif, mais un peu de... Ouais, mais ça va être... on n'a pas l'idée, on n'a pas l'épiphanie là. Et puis, tu vois, je fais écho à ta question de tout à l'heure aussi, parce que c'est lié sur l'auteur indépendant et un groupe. L'auteur indépendant, limite, tu as envie de prendre un peu plus de temps, bah, tu peux prendre un peu plus de temps. Ça n'engage que toi et éventuellement ton partenaire de création, si tu as un partenaire de création, mais globalement, c'est tout. Là, bah, tu as toute une équipe derrière qui attend. Ça veut dire que potentiellement, si on remet un pan du projet, bah, ça veut dire que le projet, potentiellement, il va du retard. Ça veut dire que les autres qui attendaient un livrable, bah, il n'est pas là à temps. Et forcément, les gens ressentent cette pression. Donc là, au moment où on dit, tiens, ça, il va falloir le casser et peut-être refaire complètement de nouveau, alors que tu n'as pas d'idée et que tu es un peu sec sur le truc, tu dis, waouh, ça peut être là, la pression d'un coup, tu la sens bien, tu vois. Donc, et ça, c'est des défis qui sont quotidiens. Ça, je veux dire, c'est ce qui nous arrivait toutes les semaines. Toutes les semaines, on avait un truc parce qu'on avait plein de défis à relever, de se dire à chaque fois, bah là, comment on fait? Parce qu'il va falloir faire ça, on a peu de temps, machin, bidule, il attend. Et à chaque fois, on y arrivait, mais c'est jamais simple. Du coup, maintenant, on est assez vaccinés là-dessus. Tu m'étonnes. Est-ce que tu te souviens d'un moment où il y a eu une forme d'épiphanie sur un truc de mécanique ou un truc qui t'a dit, waouh, ça va changer, où tu sens que le jeu prend une autre dimension d'un coup, il y a une petite bascule qui dit attends, ça fonctionne plutôt pas mal. Je peux te donner 2 exemples. Il y a un moment, c'était justement la veille d'aller représenter la dernière mouture à Asmodée, tu sais, les fameux 1 an et tout. Et là, franchement, le jeu, il était encore... Bon, on avait levé tous les freins techniques, mais le jeu, il était encore... Ouais, c'était early, quoi. Ok. Et là, c'était dans 1 semaine. Et ça, ils le savent pas, tu vois, mais... Et là, c'était un peu branle-bas de combat, de se dire, bon, là, il faut changer des trucs, parce que c'est pas acceptable en l'état. Et il y a eu cette idée de réserve qui était encore un petit peu différente, tout ça. Et pouf, ça a été très vite le truc. On s'est dit, ah ouais, il y a un bon truc, c'est bien. Et tu vois, c'est resté jusqu'à la fin. Et plus récemment, bah, l'exemple que je te citais sur la piste, bah là, il y a eu l'avant et l'après. Et comment on a fait là? Bah, on a fait juste une réunion de brainstorm collectif. On a dit, bon, bah voilà, allez, chacun amène des idées et puis on brainstorm, machin et tout. Il y a cette idée-là qui a émergé en disant, tiens, on pourrait faire un chemin et tout, enchaîner tout ça. Et voilà, on l'a testé, ça a super bien marché, et voilà, tu vois. Mais il y a plein de méthodes de créer de façon collective, et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que la force d'une équipe, c'est aussi ça. T'es pas tout seul dans l'aventure, et que parfois, quand toi t'es sec, bah, y a parfois un ou une camarade qui peuvent avoir la petite épiphanie qui est peut-être pas parfaite dans sa forme, comme la réserve n'était pas du tout parfaite dans sa forme, elle était très embryonnaire, mais elle a été affinée, et au final c'est quelque chose qui marche bien. Donc, mais voilà, c'est beaucoup d'idées brutes qu'il faut tailler, beaucoup, et un assemblage de beaucoup d'idées brutes qu'il faut tailler. Voilà. Là où un jeu de société, c'est souvent une idée brute qu'il faut bien tailler, bah là, le TCG, c'est vraiment un amas de petites pierres taillées, quoi. Comment ça se passe sur la gestion de l'autorat et des core gameplay? Pour l'instant, pas pour l'instant, dans l'absolu, c'est toi qui es crédité comme auteur du jeu officiellement? Non, même avec pas. Moi, derrière. je tiens pas à être auteur. Tu vois, là, on a la fiche BG a commencé à être remplie, donc on essaye de. Moi, je suis vraiment pour mettre tout le monde, tous les gens qui ont participé. Moi, je sais pas. Oui, j'ai eu pas mal d'idées sur le core gameplay. J'ai apporté pas mal de choses. J'ai apporté la vision du projet, la cohérence, les trucs. Voilà, c'est ça. Donc, je suis une espèce de producteur où j'ai fait aussi du game design. Surtout dans la première année, quand il y avait le core gameplay à faire. Là, honnêtement, depuis qu'il s'agit de créer des cartes, moi, je suis plus dessus. Je me suis occupé de toute la campagne Kickstarter, parce que je peux pas tout faire. Puis, à un moment donné, je pense que j'ai une équipe qui est ultra compétente et formée pour ça, et qui est certainement même meilleure que moi pour créer des cartes. Donc voilà, c'est une œuvre, ce qu'on appelle un peu dans le jeu vidéo, je pense, un peu une œuvre collective, parce qu'on est plein de gens. Et tu vois, souvent, on va mettre en lumière le game designer et tout, mais il y a plein d'autres personnes, tu vois, dans l'équipe digitale ou autre, qui jouent un rôle aussi hyper clé, tu vois, parce que le digital fait partie de l'ADN de ce projet-là. Et s'il nous livre pas quelque chose de fonctionnel, de OK et tout, bah, le projet il marche pas. Donc c'est vrai que parfois je me rends compte que quand tu crées un projet comme celui-là, t'as des rôles qui sont un peu plus en l'ombre. Mais c'est avant tout culturel, parce que c'est vrai que souvent on se dit bah tiens, on met en avant telle ou telle personne et moins telle autre. Dans notre projet, je pense que vraiment, et je le vois, toutes les personnes ont été hyper impactantes pour des sujets très 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 différents, mais
Surtout qu'on est une boîte horizontale, donc tu vois, même quelqu'un qui est, je pense à Stéphane par exemple, tu vois, qui est CFO, tu pourrais dire bon bah il s'occupe des finances, bon, oui, tu pourrais prendre quelqu'un d'autre, bah ouais, mais toujours est-il que, tu vois, dans la campagne Kickstarter, dans la gestion de la logistique, des trucs comme ça, bah tu vois, t'as besoin de quelqu'un qui est là et qui fasse bien son taf, sinon ça marche pas. Donc moi j'ai vraiment envie de mettre en lumière toute cette équipe parce que c'est vraiment, puis je l'ai voulu dès le début, c'était vraiment aussi pour vivre une aventure collective. Et voilà, donc après forcément, bah moi je vais être un peu plus mis aussi dans la lumière parce que voilà. Je porte la vision, j'ai un background et tout. Après, moi je tiens aussi à mettre en lumière toute l'équipe, voilà, dans sa diversité. C'est d'ailleurs, on en parlait un peu en off, mais un des trucs que j'aime beaucoup sur la campagne Kickstarter de pledger, n'hésitez pas, vous aurez les news. Mais, on reçoit des mails avec des news, mais elles sont aussi lisibles sur la page de la campagne. Et régulièrement, vous avez fait des news sur, bah voilà, Yoshi, il s'occupe du lore, voilà son petit background, ce qu'il fait, etc. Dernièrement, on a eu une news avec toutes les différentes personnes au game design, avec à chaque fois leur faction préférée, des petites anecdotes. Et c'est vrai qu'il y a un truc... et qui va bien avec la logique de la continuité de ce que tu avais créé avec Libellud, qui était vachement centré sur ça, mais il y a quelque chose qui rend aussi le projet, je trouve, attirant quand on a un peu les coulisses, mais qui rend le truc aussi charmant dans l'absolu, qui est, c'est un projet hyper humain, comme tu l'évoques, il y a plein de gens derrière, et ces gens, on les a croisés sur des festivals dans les tests, on a vu Merlin, si jamais vous avez fait des festivals, il était là pour faire jouer Alter à plein de moments, on les croise sur les réseaux sociaux, on les voit un peu, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, aussi moi en tout cas, et j'avais le sentiment au début parce que je te connais assez bien et parce que j'ai suivi un peu le projet, mais j'ai l'impression pour des personnes très extérieures aussi, beaucoup plus personnifiées mais au global que ce qu'on peut avoir derrière les TCG de j'ai aucune idée de qui a fait Flesh and Blood, comment ça se passe, etc. Magic a réussi à être incarné par des personnalités assez fortes, notamment Maro qui est le lead designer qui s'adresse beaucoup aux joueuses et qui raconte des choses, mais c'est un peu le seul. Là il y a un truc de... Pour une fois, on voit un peu les gens et effectivement, ils sont présentes, ils racontent des choses. Et il y a un truc qui, parce qu'on est aussi à un moment où les projets humains sont plus attirants, je trouve, il y a un truc qui est chouette sur ça, de se dire « Ah ok, tiens, j'ai croisé machin ou machine, ils m'ont parlé du projet. » Et les personnes sont passionnées par le projet au global aussi, ce qui est moi, très, assez touchant, je trouve, et assez novateur au final dans la manière dont le projet existe. Pour revenir sur le jeu, rapidement, là aujourd'hui, le KS s'est lancé, il se termine fin février, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Attends, je regarde s'il a monté depuis tout à l'heure. À mes dernières nouvelles, on venait de dépasser les 2 millions, si j'ai pas de bêtises. On est à 2 207 691 €. Il reste 21 jours avant la fin et il y a 6 416 contributeurs. Ok. Sans forcément parler du KS en lui-même, mais donc le jeu sort fin juillet, si j'ai pas de bêtises, encore une fois, si mes infos sont bonnes. Même Alors c'est août. Début août. Mais par contre, les bakers le recevront en juillet. Ah bah pardon, moi je recevrai en juillet, excusez-moi. Voilà. Je parle que pour moi. Là, la vision du jeu que vous avez aujourd'hui, elle est sur... j'entends vision du jeu, c'est-à-dire, là on est sur le... Je sais pas comment on appelle ça, le Core Game 1, le premier... Le Core 7, voilà. Premier set, ouais. Vous avez déjà en tête, ou vous travaillez déjà éventuellement sur set 2 ou extension 1 ou DLC 1, je sais pas comment vous appelez ça. Je dis ça parce que je sais que l'Orcana, quand il est sorti, ils avaient déjà l'année entière de cartes qui sortaient. Donc, il y a 2 questions, mais elles sont liées. Où en est votre vision aujourd'hui? Si tu peux le dire, hein, si tu peux pas, tu y répondras en temps. Je trouve une solution. Et la deuxième question, c'est rythme de sortie, parce qu'on parle d'un TCG, ce qui signifie d'avoir un rythme de sortie plutôt cohérent, on va dire. Comment ça se passe? Alors, pour répondre à ta question, oui, les autres sets sont développés. On a encore, ça va jusqu'au développement du 4e set. What? Ouais. Attends, 4e set, c'est-à-dire 4e core set ou... 4e extension. 4e extension. Moi, je parle de par set de cartes, donc voilà. D'accord, on est déjà en train de développer aussi le 4e. Il y a les autres qui sont en cours. L'idée, c'est qu'effectivement, quand le jeu sort en août, on ait effectivement toute une année déjà de développement, sachant qu'on va sortir tous les 4 mois pour répondre à ta question. D'accord. Ça, c'est c'est ça. 4 mois. Tous les 4 mois, ouais. Pourquoi 4 mois? C'est une vraie question. Pourquoi 4 mois? Magic est sur 2 mois, l'Orcana 3 mois. Les autres, je les connais pas assez pour pouvoir le dire. Le trimestre, ça me semblait cohérent dans l'idée, mais 4 mois, c'est une volonté parce qu'on se dit que nous aussi, on a plus de cartes, parce que tu vois, on a toutes les cartes communes qui ont 2 versions rares, il y a aussi les versions uniques, donc on estime qu'avant de faire le tour un petit peu d'un set, ça peut prendre un petit peu plus de temps. D'accord. Et voilà, 4 mois, c'est déjà selon moi un bon rythme, sachant qu'au début, de toute façon, on sera plus sur aussi un jeu un petit peu plus casual.
donc forcément sortir de façon trop répétée. Voilà. Puis c'est aussi une philosophie, on veut pas non plus que ça soit trop souvent, parce qu'après c'est de l'investissement, donc Bien sûr. on essaie de trouver le bon équilibre entre assez de nouveautés et pas trop non plus, parce que trop de nouveautés aussi, parfois ça peut te dire le rythme est insoutenable, je lâche l'affaire, donc voilà, Mhm. on est... Oui, c'est vraiment le truc qui peut décourager. Hein. Ah, je l'ai jamais fait Wizard, mais c'est trop, là, arrêtez quoi. Oui, mais ça marche, tu vois. Donc, voilà. Ouais, mais c'est effectivement, je trouve que, et c'est un des trucs qui est excitant avec Alterd, qui était excitant avec l'Orcana d'être là au début. Magic, prendre le wagon en route aujourd'hui, c'est dur, et c'est dur aussi parce que le rythme de sortie, il est imposant, quoi. Il y a un truc de tous les 2 mois des nouveaux produits, c'est t'as pas le temps effectivement de profiter d'un truc qui vient de sortir que c'est déjà justement les spoilers, l'annonce des trucs qui vont arriver du prochain, et je trouve ça assez overwhelming, un peu assommant comme ça. Là où effectivement 3-4 mois, j'ai pas joué à l'Orcana. Zef, t'as pas mal joué, je sais pas à quel point t'as le sentiment que c'est too much ou si ça se passe bien, mais 3-4 mois ça te laisse un peu plus de temps de respirer. Bah, c'est marrant parce que l'Orcana, là je commence à me dire ça va un poil trop vite et j'ai pas le temps de suivre. Là tu vois, le 2e set est sorti, j'y ai très peu joué parce que j'ai eu un mois de janvier ultra booké. Et il est sorti en décembre, mais par décembre, fin d'année, c'est toujours un peu délicat. Et du coup, là, je me dis, fin février, le 3e set, il sort. J'ai à peine touché aux 2, en fait. J'ai pas eu le temps. Et du coup, je me dis, je vais déjà être perdu dans la méta. Je vais déjà être perdu sur les cartes parce que je regarde les spoilers du 3e chapitre. Je me dis, attends, comment elle peut fonctionner avec le set 2, mais je les connais pas assez parce que j'ai pas assez joué. Du coup, je suis un peu perdu là-dedans. Et je vais clairement pas lâcher parce que j'aime le jeu et j'aime l'univers, tout ça. Mais je suis déjà perdu dans le jeu, dans le sens, mon investissement financier est trop versus le temps que je mets dedans. Du coup, 4 mois, ça me surprend économiquement parlant parce que je me dis, tiens, c'est surprenant pour un TCG. Maintenant, je connais pas le rythme de sortie de Flesh and Blood, One Piece et tout ça. Mais du coup, je suis assez étonné et je sais pas si on peut le dire, mais en off, tu disais que le Kickstarter n'était pas économiquement un truc fondateur pour la société, dans le sens... Non, nous, le but vraiment du Kickstarter, c'est de fédérer une communauté, Voilà. de donner une caisse de résonance aussi mondiale à ce projet-là, parce qu'encore une fois, nous, on n'arrive pas avec une grosse licence, on n'est pas connu, et nous, on veut vraiment que jour 1 de la sortie en boutique, le jeu soit connu pour que tu aies plein de gens qui se disent « Ah ouais, ce jeu-là, j'en ai entendu parler et tout, c'est maintenant qu'il sort, je vais en boutique et je l'achète. » Voilà. Alors oui, parfois, j'entends, j'ai des copains ludicaires qui peuvent me dire ça, de me dire « Ah mais bon, Kickstarter, c'est l'ennemi des boutiques. » Alors, dans un jeu de société, je suis un peu plus d'accord parce que c'est vrai qu'effectivement, ce qui va être vendu sur Kickstarter, ça sera plus vendu en boutique et c'est du one-shot. Nous, le but, c'est vraiment de créer une communauté parce que le jeu de cartes à collectionner, c'est communautaire. Et après, notre Kickstarter, il est one-shot. Toutes les extensions, ça sera toujours en boutique et tout. Donc, c'est quelque chose de très différent. Mais j'entends, tu vois, je vais pas... voilà, certains ont leur avis, je n'essaierai pas de leur en faire changer. J'ai un avis juste différent, voilà. Parce que ça veut dire que économiquement, le truc est entre guillemets assez rodé pour se dire, bon, le Kickstarter, c'est... La communication, c'est pas ce qui va apporter de la trésor à la boîte et du coup je t'arrête quand même, tu vois, aujourd'hui c'est à fond perdu, ça veut dire qu'on n'a pas gagné un seul sou, donc la campagne Kickstarter, ça permet quand même d'avoir de la trésorerie, mais ce que je veux dire, c'était pas la raison initiale, elle était pas là, tu vois, elle était vraiment dans le sens créer une communauté, comme je te l'ai dit, c'était déjà de base initialement dans le projet, cette vision de se dire que pour fédérer aujourd'hui, c'était quoi le meilleur des systèmes, ça restait Kickstarter. Ok. Combien de cartes par corset, extension, truc? Alors là, le set de base Beyond the Gate, il a 62 cartes communes. Il y aura, comme l'avait expliqué Théo tout à l'heure, 2 versions rares de cette carte commune. Donc là, tu montes déjà à plus de 500, plus tu rajoutes toutes les uniques. Donc tu vois, il y en a beaucoup. Et il y en aura à peu près un tiers de moins dans au moins les 2 premières extensions. Mais ce qui fera quand même, tu vois, déjà un gros pool de cartes différentes. Et ce qui est rigolo, c'est que par rapport à d'autres jeux, justement, le fait t'as un deck, tu as 40 cartes, tu dois mettre maximum 3 uniques, maximum 15 rares et le reste des communes, contrairement à beaucoup de jeux, les communes seront importantes et tu vas devoir toujours te poser la question de dire, cette carte-là, je préfère la jouer dans sa version rare, dans la version unique parce que j'en ai une, ou je me contente de la version commune parce qu'à la place, je préfère la version rare. Tu vois, tu vas avoir plein de petits dilemmes de cerveau qui vont être rigolos si tu as envie d'optimiser un petit peu ton deck. Plus le choix du héros qui va du coup aussi donner une direction de jeu et ainsi de suite. C'est marrant, j'allais en parler de ce système de rareté qui est très très original, moi je trouve. Ah oui, il n'existe pas ailleurs. Donc pour le refaire, toutes les cartes existent en commune et la même carte existe en rare, elle est un petit peu meilleure.
Ouais, elle est pimpée. Mais Significativement, peut-être qu'elle coûte un de moins sur une des ressources, peut-être qu'elle a un point de force à un endroit, peut-être qu'elle a un effet qui donne un boost, mais en fait elle en donne 2 en rare, ce genre de choses. Et effectivement, moi, au début, j'étais surpris par le système parce qu'il est très très différent de ce que j'avais l'habitude de manipuler. Ouais. Et pendant la journée de découverte de jeu, on a eu accès au pool de cartes complet d'une faction pour la construction de deck. Et effectivement, moi j'ai été soufflé, mais littéralement à quel point c'était hyper riche parce que tu te retrouves à te dire ok, j'ai le droit à 15 rares. Mais est-ce que cette carte qui me fait piocher 2 au lieu de me faire piocher 1, elle est significativement meilleure par rapport à cette carte qui coûte 2 de moins par rapport au fait. Et vraiment, c'est des casse-têtes de construction de deck que j'ai pas l'habitude de trouver, là où c'est plutôt est-ce que cette carte est meilleure que cette autre, est-ce que j'en joue 3 pour optimiser le fait de la piocher, ou est-ce que j'en joue 4, etc. Là, il y a vraiment un truc de chaque petite décision est à la fois extrêmement insignifiante, mais on le sait, dans un jeu, surtout là, on est sur des decks de 40 cartes, extrêmement impactantes, et j'ai l'impression qu'on va avoir une richesse de construction de deck qui est assez bluffante sur cette toute petite décision qui, au final, est vraiment énorme. Et on a joué sans les uniques en plus pendant cet événement-là, qui vont encore plus bouleverser ça. Donc je suis assez étonné sur ce côté-là, et ça ouvre en même temps un truc qui est très sympa de, on peut construire un deck avec plein de communes, donc les cartes qu'on ouvre, on est encore sur la logique de, quand on ouvre un booster, c'est un peu moins déceptif que ce qu'on a habituellement, les communes, on va certainement les jouer un peu plus. Là où pour avoir ouvert beaucoup trop de boosters de Magic dernièrement, j'ai littéralement calé une bibliothèque chez moi avec des cartes communes parce qu'elles ne me servaient à rien, quoi. C'est quelqu'un qui me faisait cette remarque en disant ouais, mais avec tout votre écosystème et tout, il y a plein de cartes qui vont être gâchées, tu vois, le fait que je dis non, en fait beaucoup moins que dans un Magic où tu vois souvent les decks compétitifs Magic c'est quasiment que de la mythique et de la rare, et les communes t'en joues dans certains decks mais même plus du tout, une seule, et je parle même pas des terrains, donc ça fait que 90% de certaines cartes que t'acquiers, tu les mets directement à la poubelle. Et je pense que nous, vu qu'il y a plus de cartes et que chaque rareté est importante, globalement, tu auras plus d'intérêt porté à chaque carte. Après, sur Magic, c'est aussi le cas parce qu'il y a une longue liste de cartes et de temps de sortie de jeu qui font que les communes deviennent de moins... Enfin, au début de Magic, il n'y avait pas de musique, il y avait juste la rare max. Donc en fait, c'est le niveau de sortie qui fait que tu augmentes nécessairement en puissance pour donner plus de profondeur au jeu. Ce qui arrive sur du long terme je pense à tous les TCG, de dire à un moment on tourne en rond sur un truc, il faut trouver un nouveau levier de sortie pour pouvoir dire maintenant on a des cartes mythiques, maintenant on a des cartes qui sont de plus en plus cassées, qui cassent de plus en plus jeu ou qui vont apporter de nouveaux trucs. Tu pourrais très bien te dire, tu vois, ma commune, je la crée. En fait, souvent, quand tu designes des cartes, tu vas faire en gros, moi c'est ma vision du design, les cartes rares ou les cartes les plus rares de ton jeu, ça va être souvent aussi les plus complexes. Oui. Et les cartes communes les plus abordables. Ce qui fait que quand t'as un joueur qui débute, va avoir des boosters, il va essentiellement avoir des communes, donc essentiellement avoir des cartes qui sont facilement compréhensibles, avec des effets simples. Et quand il va se taper de temps en temps une rare, une mythique, un truc un peu plus gros, il va dire oula, il y a beaucoup de texte, quoi. Mais il n'en aura pas beaucoup. Tu vois, donc, mais normalement, c'est pas parce que tu as plus de texte que ta carte elle est nécessairement plus puissante. Or on remarque quand même ces dernières années dans certains TCG, les decks qui sont les plus forts, c'est quand même les decks qui sont les plus complexes aussi à jouer, tu vois. Donc et ça c'est une réalité. Aujourd'hui les decks compétitifs c'est rarement ils sont rarement conçus que de communes, hein. Oui, bien sûr. Mais du coup c'est d'où la volonté de limiter le nombre de rares, d'uniques de rares dans le deck. Et qu'il y ait des vrais choix. Et ça veut dire que les communes aient un vrai intérêt, que les gens ne soient pas en ouvrant un booster en se disant une commune c'est nul. Non, tu vas devoir en jouer de toute façon. La majorité des cartes qui vont construire ton deck seront conçues de communes, donc ça sera pas déceptif, tu vois. Sauf si bien sûr tu as ouvert 10 000 displays, auquel cas comme dans tout jeu ça sera le cas, mais globalement moins vite que dans un autre jeu. D'accord. T'ouvres une porte puisque dans Magic, qui est le jeu que je maîtrise le mieux, les communes elles sont aussi là pour une logique précise qui est le draft, qui est le format limité. Donc le draft de Magic, c'est on ouvre des produits fermés et à partir de ça, avec un système de draft comme dans Seven Wonders que vous connaissez certainement si vous écoutez cette émission, on va les drafter et on va construire un deck. Et donc il y a des cartes qui sont là pour exister au sein de l'écosystème du draft de cette extension et qui sont des communes de draft, des trucs qui seront jamais joués dans des formats où on arrive avec le deck qu'on a construit à la maison, mais qui dans ces formats-là vont être intéressantes. Est-ce que Altered c'est un jeu qui est prévu pour avoir à la fois du construit et du limité, seulement du construit, et si oui, comment va se passer ce système de limité ? Oui, on a prévu du limité, donc du draft. Donc là, le jeu, on va dire le mode classique, c'est du monofaction.
En draft, on pourra avoir jusqu'à 3 factions. Il y aura aussi un héros par booster. Il y en a 18 en tout, ce qui permet que justement dans le draft, on puisse facilement aussi avoir accès à un héros. En tout cas, on pourra en drafter un sans souci. Donc ouais, ça a été prévu, ça marche bien. On l'a fait tester. Alors moi personnellement, c'est le mode que j'affectionne, un des modes que j'affectionne le plus, parce que j'ai toujours pris énormément de plaisir au draft. C'est vraiment ce plaisir immédiat le petit défi du moment qui dure un temps limité. T'as un début, t'as une fin, c'est timé. Moi j'adore ça. Et t'as aussi un autre mode de jeu que je trouve excessivement bien, c'est le multiplayer. On a fait un vrai mode qui est chouette en multijoueur. Moi j'aime aussi beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui m'a souvent manqué dans les autres TCG, c'est d'avoir un vrai mode multijoueur qui soit pas un peu biaisé, un peu. Il y en a dans certains jeux, mais tu sens que c'est un petit peu, ça n'a pas été pensé pour. Là, on a un vrai truc qui est bien. Et moi, je rêverais, tu vois, de pouvoir développer aussi un format de tournoi. Avec du vrai multi et pas parce que là encore je reparle de ma jeunesse de joueur de Magic. Je faisais pas mal de compétitifs et il y a un mode que j'aimais bien, c'était le mode par équipe. Donc c'était par 3, sauf que tu te mettais en rang d'oignon, le joueur 1 jouait contre un joueur adverse et tout, et en fait on jouait. Ah oui, c'était du 1v1, mais, du 1v1, mais au final, si tu étais deux de ta team à gagner, c'était formidable. Alors, bon, c'était limité, mais moi, ce que j'adorais, c'était cette espèce de cohésion, tu vois, tu viens avec des copains, des copines, et tu passes un bon moment parce que tu te sens quelque chose. Et moi, j'adore ça. Et ce que je vois, tu vois, et je pense surtout au public féminin. Je parlais, tu vois, on parlait de l'Orcana tout à l'heure, et j'en parlais avec Marie Grandjeu il y a pas si longtemps que ça. Elle s'interrogeait sur le fait qu'il y avait très, très, très peu de filles. Elle était un peu la seule à venir au tournoi. Et souvent, elle en parlait à des joueuses, justement, de l'Orcana, mais qui venaient pas au tournoi, c'était souvent la peur d'être jugé. Et je me dis que si justement pour notamment ce public féminin, on arrive à installer des modes multijoueurs, il y a ce côté un peu plus rassurant de je viens avec quelqu'un, déjà je suis pas tout seul comme ça, souvent face à des mecs en train de me faire juger en disant oh bah ouais t'aurais pu faire ça, ou oh bah là t'as mal joué, c'est hyper saoulant, tu vois. Donc et ça je trouve c'est un truc que j'aimerais bien développer. On verra déjà si ça plaît à la communauté, parce que in fine c'est la communauté qui choisit, mais moi j'aimerais bien instaurer quelques petits tournois par équipe. Je trouve ça super chouette. Là, on fait un coucou à Marie qui m'a mis 4-0 à la journée. Et bim, allez. En parlant du multi, juste pour savoir comment ça se passe en termes de jeu, parce qu'en V1 je vois très bien le jeu. Tu as une piste croisée en fait, ça veut dire que tu passes 2 croix et tu vas interagir avec tes 2 voisins, donc qui sont tes 2 adversaires, et ton partenaire il est en face. Ah oui, donc, comme on a effectivement l'expédition de gauche et l'expédition de droite qui vont réagir avec les voisins de gauche et de droite. Ça marche. J'allais dire c'est intelligent, mais c'est incroyable. Ah ouais, ça a été vachement intelligent, dis donc. C'est pas nul en fait. C'est pas nul. Tu parlais d'Asmodée qui avait sa part de décision, qui était un vrai partenaire dans le sens pas juste financier, mais qui allait vraiment prendre des parts de décision. À quel point ils ont... je sais pas qui vraiment chez Asmodée. Je vais éluder cette question si tu veux placer un nom. C'était une blague, y a pas de... comment ça se passe pour leur prise de décision à l'intérieur aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils ont des prises de décision dans le core game, de règles, on a envie de faire ça, on a envie de diriger. Est-ce que c'est vraiment sur l'équilibrage? Est-ce qu'il y a un truc plus nuancé que ça? Mais quand tu disais qu'ils avaient une vraie part de décision, c'était à quel niveau? Ah ouais, alors non, c'est vraiment sur la partie qui est la leur, c'est-à-dire la distribution. D'accord. Ça veut dire comment on met le produit sur le marché, à quel prix, les OP, enfin tout ça c'est eux, et c'est leur expertise, et je la respecte, tout comme ils respectent notre expertise à nous sur la partie gameplay. Après je pense que des bons partenaires, c'est aussi des personnes qui savent te dire quand il y a quelque chose qui va pas. Donc si nous à un moment on se dit dans la distribution il y a un truc qu'on pense qui merde un peu, et on saura leur dire. Si eux ils nous disent à un moment Equinox là, votre jeu là, vous prenez une piste de direction, on y a joué, c'est pas foufou, on va les écouter, mais tu vois là c'est plus en bonne intelligence. Donc, chacun son domaine d'expertise. Est-ce qu'on peut passer sur l'économie de la vente en ligne? Je mets des guillemets là-dessus, parce que c'est... Des guillemets à l'oral, mais vous les voyez. Truc à l'oral. Le truc qui me... Quand on a vu le truc à SN, je crois que j'ai fait 2 fois la présentation. Vous avez fait à SN. La première fois, j'ai été mindblow. La deuxième fois, c'était pour voir à quel point Théo allait être mindblow parce qu'il allait voir. Et j'ai pas été déçu. Donc... On a parlé du QR code sur la carte.
je résume, mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises et tu reprends complètement l'explication. On va scanner, donc on a notre compte Alterne en ligne. On va scanner les cartes pour dire cette carte m'appartient, elle est à moi et personne d'autre. Ok. À partir de là, la carte, je peux demander l'impression ad vitam, infinité, tout ce que je veux en usine pour pouvoir faire des proxys autant que je veux sur la carte. La seule différence qu'amène ce QR code, c'est que lorsque je ferai un tournoi en compétitif officiel, les organisateurs organisatrices pourront scanner mes cartes et dire oui, tu possèdes bien cette carte, on la voit sur ton compte, donc tu peux la jouer. D'accord. Et à partir de là, il y a ce que je vais appeler le marché secondaire, c'est-à-dire la revente de cartes entre particuliers, qui peut passer par des magasins, qui est complètement, je veux dire, squeezé un peu, parce que vous avez la main mise sur comment l'échange de cartes et la revente de cartes vont se faire, parce que le QR code passe par vous finalement pour être échangé à quelqu'un. Si demain je veux vendre une carte à Théo parce que j'ai une unique qui veut jouer dans son deck, on fait l'échange en ligne, il me donne de l'argent ou je sais pas s'il y aura une monnaie spécifique pour ça, et je pourrais lui donner le QR code virtuellement et lui pourra l'utiliser et moi je pourrais plus l'utiliser en tournoi. C'est ça. So far, so good. Cette dimension très particulière de moi, si j'achète la carte de Zephyriel parce que je la veux grave pour mon deck, j'achète la propriété intellectuelle de la carte. Oui. Donc je vais pas fondamentalement avoir la carte physique. Alors peut-être qu'il va me la donner parce qu'il est cool, mais dans l'absolu il peut la garder physiquement. Et moi, ce que j'ai acheté, c'est la possibilité de faire réimprimer cette carte également. Donc, à la fois la possibilité de la jouer en tournoi, mais de dire, ok, bah là, j'en veux 1, 2, 3, 50, 200 exemplaires et je peux la faire imprimer directement. Après, il y a beaucoup de choix, tu vois. C'est-à-dire que si vous voyez en vrai, c'est comme dans un jeu de cartes classique. Si vous voulez vous échanger votre carte, si vous voulez la vendre, les trucs comme ça, vous faites un échange de gré à gré. J'ai envie de te dire, bah, tu lui donnes la carte physique, en même temps la propriété, et voilà, c'est fait. Donc, tu peux changer sur le site directement le code. Et tu peux, tu vois, t'es pas obligé. Nous, tu vois, en fin de compte, nous, on propose juste des choses en plus. Parce que c'est vrai que quand on l'explique, les gens se disent, ouais, mais alors ça a l'air compliqué. Si en vrai, on a que la propriété, l'autre va garder la carte. Non, en fait, c'est un peu comme ce qui existe dans les jeux de cartes standards. Ça veut dire que si tu es sur une économie un peu locale, c'est-à-dire des gens que tu vois au quotidien, bah, tu peux toujours avoir ton classeur de cartes, t'échanges tes trucs, c'est juste que au moment où tu échanges une carte ou tu la vends, bah, tu passes la propriété numérique à la personne. Donc voilà, il y a un petit truc en plus à faire. Mais après, cet échange-là dont tu parles, ça va être plus, moi, tel que je le vois, pour des échanges longue distance. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui est au Japon, tu es en France, tu veux lui acheter sa carte, tu le fais, et après, soit tu l'imprimes en attendant pour jouer sur ton imprimante et tout, et c'est OK, ou soit tu la commandes chez nous dans notre service de print on demand et tu la reçois chez toi. Ça, c'est OK. Mais je pense qu'il faut bien distinguer ces deux choses. Et quand tu disais, tu vois, on squeeze des gens avec le fait d'être propriétaire de tout ça, en fait, on squeeze pas. C'est qu'avant, ça passait par des prestataires tiers. Je pense à Magic Card Market ou Card Market, tout ça, tous ces sites-là. Nous, ça nous permet surtout de garantir l'authenticité d'une carte. Et pour moi, aujourd'hui, ça me paraît important. La collection des joueurs et des joueuses, ça a une valeur, c'est des cartes, bah nous, on veut leur garantir. Et aussi, quand il y a un échange, garantir que cet échange, il est OK. Aujourd'hui, la réalité, quoi qu'on en dise, c'est que dans le marché, bah, tu regardes sur Vinted, les cartes Pokémon qui sont vendues, c'est majoritairement des cartes fausses. Ouais. Alors, tu trouves qu'effectivement, en face, les gens qui achètent ça, c'est souvent des parents qui s'en foutent un peu, ils veulent des cartes pour leur gamin, donc finalement, des vrais, des pas vrais, le gamin, il verra pas, il est content. Mais dès que tu touches à des objets de collection, bah, c'est compliqué. Surtout aujourd'hui, comme j'ai dit, l'impression a fait d'énormes progrès. Faire des faux, c'est plus ce qu'il y avait il y a 10 ans. Quand c'est bien fait, bah, c'est vraiment bien fait. C'est intéressant parce que du coup, j'avais pas en tête. Je t'avoue, quand j'ai entendu le truc, je me disais c'est incroyable parce qu'ils viennent de réinventer le marché secondaire en mode toutes les transactions vont passer par eux. J'imagine qu'il y a une commission qui est prise aussi comme MKM, oui, bien sûr, et ainsi de suite. Du coup, tu viens de mettre la main mise sur ce que Magic aurait voulu faire dès le début, de dire putain, j'ai un peu vulgairement, mais toute cette maille qui passe entre nos mains et qu'on peut pas toucher, vous arrivez à contrôler un peu les choses dessus. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas l'idée de se dire, en vrai, on peut quand même s'échanger les cartes et puis pas passer par votre site directement pour le faire, en termes financiers, j'entends, et avoir un truc là. Ok, trop cool, ça vient de me débloquer un truc même que j'avais en tête. Même si tu vends ta carte, tu peux très bien le vendre en liquide, tu vois, tu donnes 20 euros à Théo et puis vous faites un échange de cartes standard, tu vois, et là nous on prend même pas de commission. Les commissions, nous, c'est vraiment pour de l'échange on va dire plus national ou international, tu vois. Ok, d'accord. Ok, l'autre point le moment où moi j'ai eu le mind blow à SN, tu m'as vu mind blower, qui est moi le truc qui me plaît le plus sur ce côté print on demand et numérique, au-delà du fait de je peux imprimer ma carte plein de fois, la filer à mes potes
qui est un truc chouette. Hein. Si j'ai une carte unique, bah, je l'imprime un certain nombre de poids, et puis bah, je les file à mes potes et on peut tous jouer avec si on a envie dans un contexte casual, ce qui est quand même assez chouette. C'est l'aspect international et l'aspect foil, j'y reviens après, mais l'aspect international qui est merveilleux de, effectivement, t'es aux États-Unis, j'ai ouvert une carte unique dans un booster en français, je te la vends directement sur la marketplace, tu l'imprimes en anglais, et puis hop, c'est parti. Incroyable. Ça, moi, je trouve ça génial c'est parce que il y a un truc ça ouvre plein de choses, et ça va ouvrir une possibilité qui est très certainement déjà dans votre tête, mais le corset sort dans plusieurs langues, mais pas toutes les langues du monde, j'imagine. Bah, plus tard, si jamais le jeu arrive en portugais, si le portugais n'est pas dans le rooster de départ, bah, hop, j'aurai la possibilité de me dire cette carte du corset qui n'existait pas en portugais, en fait maintenant elle existe, je l'imprime et hop, je l'ai dans ma langue qui était même pas possible 3 ans auparavant. C'est ça, ouais. Et c'est incroyable parce formidable. que du coup, et je te laisse revenir sur le foil, mais je tilde là-dessus, il y a aussi tous les errata que vous pouvez gérer d'une façon en rapidité incroyable. Oui, aussi, oui. Les nerfs, les trucs comme ça, les bans. Alors après, un nerf, ça reste un nerf. Hein. Ça veut dire que la personne, tu peux pas lui dire, bah oui, ta carte a été nerfée, tu peux la réimprimer. Bon, ça, c'est pas fou, mais oui. Non, mais j'imagine le truc parce qu'il y a des cartes qui ont besoin d'être nerfées au bout d'un moment parce que tu sens que ça casse le jeu. Bon, bah, il faut le faire quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire, même dans nos têtes, là, pour l'instant, on a déjà ce que va être Altered déjà dans 1 an. Et il va y avoir des trucs, mais vraiment. Arrête. Non, mais oui. Mais parce que ça permet des choses ça permet des portes ouvertes à plein de choses, et ça c'est vraiment, tu vois, bon, je veux pas faire du teasing pour du teasing, mais il va y avoir des Attends, il était en train de réfléchir à ce qu'il pouvait dire. Ça s'est vu c'est bien, tout dépend de quand c'est diffusé l'émission. Ah bah, ça va être diffusé semaine prochaine, vas-y. Pendant le KS pour faire un peu de pub. Voilà. Vas-y, lâche-nous un petit truc. Non, mais il va y avoir en tout cas, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, il y aura des passerelles évidentes entre le jeu numérique et et voilà, c'est sûr. Et moi, ce que j'aimerais à terme faire, ça c'est ma vision, c'est de faire en sorte que les cartes que tu as en physique, tu puisses les jouer aussi en virtuel sans repasser par la case je dois les racheter, tu vois, ça je le vois venir, oui. et ça veut dire que tous les boosters seraient vendus dans les boutiques, et après que les gens jouent en physique, ou s'ils n'ont pas de copains pour jouer, ou s'ils habitent loin de tout lieu de tournoi, ils peuvent y jouer sur une plateforme en ligne. Ça serait génial, et c'est des choses qui sont envisageables avec notre système, donc voilà. Il y a un peu le rêve je sais que ça existe, mais c'est difficile à faire pour moi dans l'idée, mais le rêve de dire tiens, je joue à Magic Arena, j'ai mon deck que je kiffe trop, j'aimerais trop le jouer en tournoi, clic, tiens, je le fais imprimer et il arrive quoi, et c'est fait parce que je possède aussi ces cartes là virtuellement. Tu faisais sur Magic Online d'ailleurs, qui est l'ancêtre de Magic Arena à une époque où quand tu avais un set complet, tu pouvais te le faire envoyer à la maison, ce qui était rigolo. Mais ça coûtait une fortune. Ça coûtait une fortune, tout à fait. L'autre élément que je voulais évoquer, parce que je suis un pimper dans l'âme et j'adore tout ce qui brille, c'est les foils, qui est un élément assez important aujourd'hui des cartes à collectionner. C'est toutes les versions un peu pimpées des cartes. Là, on parle de foils, mais Magic a montré qu'on pouvait avoir 55 milliards de variantes de cartes et que c'était quand même hyper cool. Là, donc, il n'y a pas de foil dans les boosters, si je dis pas de bêtises. C'est ça, sauf les boosters de la version KS, il y a des petits goodies et tout, mais dans la version retail, il n'y en aura pas. Mais par contre, je peux, dans les boosters ou dans les événements, gagner des token foils. Ça s'appelle des foilers. Qui pourront être communs, rare ou unique, et ça veut dire un foiler commun permet de foiler une carte unique. Alors ça signifie quoi? Ça te donne un droit numérique à foiler n'importe quelle carte de ta collection. Donc ça veut dire, si mettons t'as 10 de foilers communs, tu vas pouvoir choisir les cartes communes de ta collection que tu as envie de foiler, et ces cartes là après tu passes par le print and demand et tu les recevras chez toi à la maison. Donc au début souvent il y a cette question du oui mais combien de temps machin et tout. Au début, vu qu'on lance quelque chose, on n'a aucune idée forcément de l'ampleur du truc, si ça va être balbutiant au début et ça va monter progressivement, si dès le début il y aura une grosse demande ou pas. Donc voilà, donc il y aura des délais qui seront ce qu'ils sont, donc faut pas que les gens s'attendent le lendemain à le recevoir chez eux, tu vois, ça prendra un petit peu de temps, mais en tout cas c'est un vrai truc cool. Comme ça les gens qui n'aiment pas les foils aussi, voilà, tes foilers, tu vas me refiler ces foilers et moi je serais content. Tu les revends sur la marketplace. Ah mais complètement, direct. C'est complètement prévu. Et j'en reviens à cette marketplace aussi, un truc moi qui me, dans ma vision de ce que sera la consommation d'Alterne, c'est moi je sais que quand il y avait l'hôtel des ventes, je jouais beaucoup à WoW quand j'étais plus jeune. J'adorais passer des heures avec plein de plugins et tout sur l'hôtel des ventes à me dire qu'est-ce que je peux acheter comme objet, machin et tout, c'est rigolo. Et je pense que dans Alterne, moi,
en tout cas en tant que joueur, j'en suis sûr, un de mes gros kiffs, ça sera d'aller sur la marketplace, de regarder quelles uniques sont en vente, celle-là, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, tiens, est-ce que celle-là intégrerait bien mon deck, peut-être pas. Il va y avoir un jeu dans le jeu qui va être un petit peu une chasse au trésor mondial de ouais, mais dans mon deck, j'ai envie de quelle unique ou j'ai envie de construire un deck autour de quelle unique. Et ça va être, à mon avis, aussi hyper rigolo parce que voilà. Trop fou. Mais oui, les foils de. Moi, je m'en fous complètement des cartes foils. Enfin, tu te feras des sous avec voilà. et tu t'achèteras Clairement, de cartes. je les vendrai à Théo. Moi, je les achèterai tous. Est-ce que on a d'autres questions? Il y a plein de choses, mais en même temps, on va pas. Je sais pas à quel point on part dans plein de directions, parce que ça pourrait aller très long, mais il y a notamment tout l'aspect qui est hyper important dans l'univers du jeu et qu'on retrouve aussi dans le gameplay, qui était des volontés d'inclusivité, de diversité et. J'ai pas le bon mot, mais d'un truc un peu plus gentil, un peu plus peace. Ouais, un univers positif. C'est ça, globalement positif. Donc ça se voit, là, on est dans une salle de réunion et derrière nous, il y a un artwork qui est hyper coloré, qui est un truc, j'en parlais avec Max, votre directeur artistique, qui est, il y a une dimension il y a moins de traits noirs, les cartes sont plus colorées, un peu plus de couleurs qui ressortent et ça se voit très très bien sur tous les différents artworks que vous pouvez retrouver. Et une vraie grosse diversité au niveau des personnages, notamment dans les héros et héroïnes du premier roster qui ont été révélés. Il y a des personnages handicapés, il y a des personnes avec une diversité de couleurs de peau, il y a vraiment une volonté d'aller, une diversité de morphologie et une volonté d'aller plus loin sur ça. Moi je trouve ça formidable parce que politiquement parlant c'est quelque chose qui est important. Je trouve ça formidable aussi parce que j'ai l'impression, j'ai essayé de décrire ça à un moment sur internet et j'ai pas réussi à bien le dire, c'était juste après l'événement, j'étais très fatigué. Mais il y a une dimension j'ai l'impression que ça va attirer des bonnes personnes autour du jeu et créer un climat notamment d'événements et de tournois que tu évoquais plus positif en fait, puisque des gens qui vont être touchés par ces questions-là vont venir parce qu'elles ont été touchées par ces questions-là, et donc on peut imaginer des tournois plus inclusifs et plus diversifiés à ce niveau-là. C'est un truc qui était au cœur du jeu dès le départ. À quel point est-ce que ça a été influent à la fois sur le design du gameplay dans l'absolu et du produit du jeu dans le reste? Alors, beaucoup de questions en une. Je vais répondre déjà par le début. Oui, c'était présent dès le début. Tu vois, je te disais que j'avais repris un petit peu mon document de l'époque et il y avait cette notion d'avoir un univers positif. Et dans tous les pans du jeu, que ce soit dans la direction artistique, dans le gameplay. Dans le gameplay, par exemple, c'est se dire comment on peut sortir dans cet affrontement où finalement on tue, il y a un côté guerrier, il y a un côté violent, comment on peut amener une autre façon d'affronter un adversaire qui soit pas dans cette mouvance de je te tue, tu vois. Donc là, on est vraiment un peu plus dans une course, dans une voilà. Et puis les gens, quand ils joueront, ils verront que on avance de région en région et pour gagner, il faut que le héros et le compagnon d'un joueur ou d'une joueuse se rencontrent sur la même case. On se rend compte que tu peux, les deux joueurs ou les deux joueuses peuvent avancer en même temps. Il y a qu'un des deux qui peut avancer ou l'autre, donc c'est jamais ou aucun des deux. Donc il y a jamais ce côté un petit peu binaire où t'es puni. Voilà. Donc dans le gameplay, on a essayé de mettre plein de choses comme ça. Et dans l'univers graphique, c'était être proche un peu des univers à la Miyazaki. Moi, c'est des univers qui m'ont toujours fasciné parce que ils ont l'avantage de pas être manichéens. Mais il y a toujours un élan d'espoir. L'espoir est au cœur de tout. Et quand on a designé les cartes, au cœur de la direction artistique, il y avait cette idée de toujours se dire on peut traiter tous les sujets, mais toujours sur un angle positif. C'est-à-dire même la tristesse, quelque part, il peut y avoir quelque chose de positif aussi là-dedans. Il peut en ressortir quelque chose de positif. Donc les factions aussi, on prône l'entraide. Donc là, il y a aussi une bonne partie du lore. Et pour ce qui est de l'inclusivité, là aussi, c'était dès le début, il y avait cette vraie volonté-là de pouvoir représenter en fait la société, les joueurs et les joueuses, tels qu'ils étaient et que chacun ou chacune puisse se retrouver un petit peu dans le jeu. Et ça, tu te rends compte que ça passe aussi par de la formation. Il y a beaucoup de formateurs, formatrices qui sont venus sur ces questions-là spécifiques, former les personnes de l'équipe, parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que l'inclusivité, c'est pas juste se dire on va mettre une diversité de couleurs de peau et ça y est, super, c'est fait. Non, il y a aussi des questions, et peut-être les plus touchy, c'est celle de l'appropriation culturelle. C'est te dire que tu vois, par exemple, je prends un exemple je sais pas, ça peut être des dreads, tu vois, souvent il y a ce côté du c'est cool, tiens, je vais mettre à mon personnage des dreads, mais sans se dire mais pourquoi, c'est quoi la signification, c'est quoi ça. Donc tant que tu n'as pas cette connaissance-là, tu vas faire les choses en innocence. Alors en toute innocence, c'est parfois pas bien, mais c'est pas parce que t'auras voulu choquer des gens ou nuire à des gens, c'est juste qu'en fait compte, t'étais ignorant. Donc en fait compte, tu te rends compte que
plus tu veux essayer de respecter les sensibilités de chacun et chacune, plus ça te demande finalement de connaissances. Et c'est ça qui est vertigineux. Ça veut dire que c'est se former aux bonnes pratiques au quotidien avec une forme d'ouverture d'esprit. Donc c'est aussi des valeurs que dès le début on a essayé de défendre et de mettre en place dans la boîte. Voilà, faire preuve d'ouverture d'esprit. Et oui, parfois se dire ouais, je peux pas faire ça, mais oui, mais comprends que derrière il y a une vraie raison et tout, et c'est ok, d'accord, et petit à petit ça infuse dans toute la boîte, et ça devient un petit peu des formes d'automatisme, même si on apprend toujours. Et ça, moi je trouve qu'on a beaucoup appris, et c'était chouette. C'est fou cette volonté, parce que là Théo parlait de la salle de réunion, je regardais du coup derrière moi en même temps, il y avait effectivement il y a effectivement énormément de messages qui sont brandés Alterne sur le côté positif, optimiste, la diversité, les bonnes pratiques de la diversité et ainsi de suite. Et je trouve ça fou parce que c'est un truc. Moi, dans ma boîte, en fait, on essaye d'être aussi très humain, très positif. C'est human first. On est prêt à beaucoup de choses pour la personne. Pour prendre soin d'une personne avant le travail. Vraiment, il y a une grosse volonté là-dessus. Et je trouve ça incroyable. De base, moi, ça m'a mind-blow quand je suis arrivé dans ma boîte. Et là, j'ai l'impression d'avoir un stade supplémentaire de... On peut bosser vraiment dans la positivité pure. De se dire, on veut vraiment faire avancer les gens et faire évoluer notre environnement de travail et faire évoluer les gens qui sont avec nous de façon positive. Parce qu'ils ont aussi la volonté de le faire, attention, et le tout dans un élan créatif qui va essayer d'apporter du positif aussi sur le truc. Moi, je trouve ça... je félicite énormément la démarche, donc du coup, merci beaucoup, ça me donne des frissons en parlant. Mais c'est ça, tu te rends compte que sur ces sujets-là, il y a deux choses. Il y a l'intention, et l'intention, c'est bien, mais après, elle n'est pas suffisante. Ça veut dire que derrière, il faut passer par de la compréhension. Tu vois, en entreprise, quand tu parles d'inclusivité, de profils très très différents, ça peut être des personnes neurodivergentes ou autre et tout, faut-il déjà comprendre tous les profils de personnalités neurodivergentes, c'est quoi, c'est comment ça se passe et tout, parce que si demain tu accueilles une personne qui est dans cette position-là, mais que tu connais pas du tout quelles sont les spécificités de cette personne-là, tu risques de juste te dire ça marche pas. Tu vois, donc derrière la connaissance, l'apprentissage, il est vital, viscéral, et c'est vrai que c'est pas l'inclusivité, c'est aussi quelque chose de qui est compliqué parce que ça demande de l'effort, tu vois, et surtout faut sortir de cette phase de l'intention. Il y a un vrai travail de compréhension, et c'est vrai que parfois quand tu es en mode projet, c'est vrai que tu peux facilement te dire là le temps on l'a pas, on va le mettre sur quelque chose qui est prioritaire. Donc c'est quelque chose c'est un travail du quotidien. Et je reviens aussi sur, tu vois, l'inclusivité. On parlait de direction artistique, mais ce qui est génial avec Alterne, c'est qu'il y a aussi le lore qui est très important. Le petit scan, il sert aussi à avoir accès au lore de chaque carte, donc l'historique de chaque personnage et tout. Et autant il y a des choses qu'on peut exprimer à travers la direction artistique, autant il y a des choses qu'on ne peut pas et qui ne peuvent être abordées en termes de diversité que par l'histoire des personnages. Donc tu vois, c'est vrai que le lore permet parfois d'avoir un rapport plus intime avec le personnage que juste l'illustration qui peut parfois suggérer, mais elle ne peut pas tout suggérer. Donc c'est une alliance des deux, et ça a été vraiment un super outil de développement là-dessus. Okay. Et c'est vrai que ça, on le voit. Moi, j'ai suivi pas mal ce que fait Magic, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, notamment effectivement dans les récits qui accompagnent les cartes. Alors, ils n'ont pas de scan, donc c'est sur leur site web. Ouais. C'est pas tant lu que ça, mais il y a une volonté, déjà parce qu'il y a une belle diversité dans leur équipe, et aussi parce qu'il y avait une volonté de progressisme et d'évoluer sur tout ça. Mais tu as raison de le souligner, la présence de personnes trans ou de sexualité de personnes LGBTQIA+, c'est des trucs qui se voient pas sur un dessin. Et tout ça est amené par le lore, et par le lore bien écrit et bien travaillé. Et c'est vrai que dans Magic, moi j'ai trouvé ça super, comme ça a raccroché des personnes qui sont senties d'un coup représentées dans le jeu. Et en fait, il y a un truc qui est hyper beau dans ça, dans le fait que pour plein de personnes, ça aura un impact qui sera peu significatif parce qu'elles vont pas se sentir plus représentées par ces questions-là. Et donc, ils peuvent se dire, c'est pas important. Mais en fait, par les personnes qui vont se sentir représentées, c'est un monde. Et donc, il y a un truc qui est hyper important et qui,
aujourd'hui, moi je trouve, est plus possible d'ignorer, et surtout dans des logiques d'amener plus de personnes à jouer et plus personnes à être heureuses en fait, simplement, et de se sentir bien dans un jeu. Et il y a un truc aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut pas ne pas adresser, et de le faire dès le départ. Magic est arrivé un peu après, en 94 c'était des questions qui étaient moins posées, on va pas leur reprocher directement, mais Magic l'a amené, et c'est vrai que moi j'ai vu directement des réactions et même un impact dans les joueuses notamment de tournois, et tu te dis bah oui en fait ça avait l'air insignifiant pour tous les détracteurs qui vont se dire oui tout ça ne sert à rien, arrêtez, c'est qu'un jeu, mais en fait non, c'est hyper important et ça change énormément de choses. Mais c'est beaucoup une question d'empathie. C'est vrai que moi je revois, j'avais revu un reportage qui m'avait vraiment choqué. C'était sur la représentation des personnes noires en France dans les années 80. Mais c'était terrifiant, que ça soit dans la pub, dans les émissions. À chaque fois, les personnes noires, enfin, dans tout ce qu'ils montraient, étaient représentées en pagne avec des tambours et tout. Enfin, tu te dis, mais et je me disais, ça veut dire que quand tu étais gamin, que tu étais noir et que tu grandissais en France dans cette période-là, l'image que tu voyais de quelqu'un qui te ressemblait, c'était toujours cette image-là, tu vois. Et je me dis, ouais, bah non, c'est bien aussi de mettre de la diversité, parce que s'identifier quand t'es gamin, c'est bien de t'identifier à plein de choses différentes en disant, bah voilà, moi tous mes possibles, ils sont là, tu vois. Il y a pas je suis pas cantonné à devoir être ce qu'on me montre, et voilà. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment super important. Si on se raccroche, moi j'ai un dernier truc sur le gameplay pur, qui est, c'est rigolo de voir, et je sais pas s'il y a un biais parce que les gens te connaissent et parce qu'ils sont arrivés sur le projet des fois en passant par le board game, mais pas mal de gens parlent du fait que Altered c'est un côté, c'est un jeu de cartes à collectionner, mais il y a une petite vibe un peu jeu de société, il y a un truc qui se passe, qui je pense vient en partie de les conditions de victoire qui sont effectivement assez différentes et proches d'un truc qu'on peut trouver dans le jeu de société, cette idée de réunir 2 pions sur une piste. Et je pense qu'il y a un autre élément que j'ai noté et que pareil moi m'a impressionné, comme il avait l'air insignifiant en termes de gameplay, mais au final il changeait beaucoup de choses, c'est la structure du tour, qui est très différente, puisqu'on est sur un jeu, pour le résumer très très brièvement, avec une structure assez classique d'effet de début de tour, de phase de pioche, de phase de gestion de mana, qui est plus proche de la modernité, donc d'un truc à la Lorcana ou qu'un truc à un Magic. On a un contrôle sur nos ressources plus fort. Et ensuite, le truc vraiment innovant et que je trouve vraiment super, on est sur des allers-retours de je fais une action, mon adversaire fait une action, je fais une action, et ainsi de suite, qui avait l'air un peu genre oui, c'est un peu classique, à moi, à toi, mais qui en fait apporte une richesse en termes de gameplay et de gestion du tempo, notamment puisque les cartes à petite valeur ne sont pas nulles en fin de partie, puisqu'elles permettent de simplement passer la main et de se dire je veux voir ce que tu fais. On le sait quand on joue à des jeux de cartes ou à des jeux de société, la connaissance c'est un élément important quand on est en train de jouer. Est-ce que ça c'est quelque chose qui était aussi un pilier important, qui était là dès le départ ? Est-ce que c'est arrivé par la suite ? Je veux bien un petit retour sur cette structure-là qui est spécifique. Dans nos valeurs de marque, ce qu'on voulait que le joueur ou les joueuses ressentent à travers une partie, il y avait notamment un gameplay moderne. Ça, c'était dans notre ADN et on s'est interrogé effectivement pendant longtemps. Aujourd'hui, en 2023, un peu avant, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeu de cartes à collectionner pourrait être considéré comme moderne ? Donc très vite, on a identifié des points, notamment, on voulait pas de temps mort. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, un bon jeu, c'est un jeu rythmé. On l'a vu aussi par des jeux comme Runeterra ou autres, des jeux qui sont quand même assez rythmés. Ça, on s'est dit, c'est quelque chose de moderne. Donc, on a essayé d'identifier ça. Et donc, ça, c'est pour le côté, le jeu de ping-pong. Il y avait, on s'est dit ça. Ouais, alors, ça nous paraissait bien. Pour l'aspect board game, là, je serais plus évasif parce que j'ai pas réellement de certitude. Il n'y avait pas cette volonté de faire un board game. C'est quelque chose qui arrivait très vite dans le jeu, ou très vite, effectivement, les gens nous ont dit ah ouais, il y a un petit côté board game qui est venu aussi de cette piste, piste aventure. Mais comme j'ai dit, tu vois, c'est arrivé
tu vois, est-ce que c'est une partie de nous? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est, je saurais pas réellement t'y répondre. Après, est-ce que c'est dérangeant? Je trouve qu'au contraire, ça fait cette espèce de passerelle. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent, et on a beaucoup de témoignages à cette campagne Kickstarter de joueurs et de joueuses qui nous disent, c'est cool. Ça veut dire, je vais pas forcément moi le consommer comme un TCG, acheter 12 milliards de boosters. Par contre, les préconstruits, ils sont denses, il se passe des choses, on a pu jouer sur Board Game Arena, c'est cool, il y a une vraie petite profondeur, un petit peu comme tu pourrais retrouver dans un jeu de société, effectivement. Et c'est vrai que je vois comme une consommation du jeu peut être très clairement de j'achète que les préconstruits, Ouais, puis j'ai les 6 et je les mix and match, je vais jouer avec mes copains et mes copines comme ça. Je pense que ça vient effectivement de cette piste qui, là, quand on parlait, ça me sautait un peu à la tête c'est un élément qui est partagé par les joueuses. La piste, elle est pas à moi ou à toi, elle est au centre. Et d'ailleurs, il y aura un truc rigolo de est-ce que c'est moi qui la déballe ou est-ce que c'est on prend la tienne ou la mienne. Moi, j'ai vu ça quand on a joué, qui est un peu marrant. Et c'est rare en fait dans un jeu de cartes à collectionner, j'ai l'impression, du moins de mon expérience qui est pas exhaustive du tout, d'avoir un élément qu'on partage complètement et sur lequel on interagit tous les deux. On va tous les deux la manipuler en fait. Pas vraiment. Ouais. Et on s'est posé la question du est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, et au final. On a choisi que c'était un bien. Mais je crois que c'est un bien aussi en tout cas. Elle va évoluer cette piste? Elle peut évoluer par la suite? Ou pour l'instant elle est fixe parce qu'on a un nombre de cartes fixes déjà, qui se mettent au hasard, mais déjà tu parlais tout à l'heure, tu vois, j'avais oublié de t'y répondre et ça me fait tilt. Qu'est-ce qu'on a prévu pour l'avenir? On a aussi tout un lore. Ça veut dire que Beyond the Gate, ça raconte une période courte de l'histoire d'Asgartha et du monde. Et bien sûr, les héros ils vont évoluer, ils sortent des portes de la ville, ils commencent à réexplorer l'univers alentour et forcément ils vont vivre un périple et explorer divers territoires et vivre diverses aventures. Donc ça, c'est déjà planifié. Et forcément, graphiquement aussi, tu auras moyen, en fonction des lieux qu'ils découvrent, qu'ils explorent, de moduler un petit peu cette carte-là. Donc potentiellement, c'est des choses qui vont pouvoir évoluer. Pas forcément trop au début, parce qu'au début, encore une fois, il faut pas, des idées, il peut y en avoir, il faut le temps de les mettre en place. Et c'est vrai que quand c'est ton quotidien H24, des idées, tu dis, il pourrait y avoir ça. Après, il faut passer à la moulinette, tu dis, bon, allez. Et même en termes d'accessibilité, tu vois, on y va mollo, on rajoute des petites choses et tout, mais oui, on a un système qui est hyper ouvert et bien sûr, des héros, tu peux en rajouter, bien sûr, il y a tellement de choses à faire. Ouais. J'imagine des trucs où tu devras gagner sur 2 aspects en même temps, tu vois. Un peu comme un bilan de... Tu t'es déjà projeté sur le game c'est marrant. C'est vrai que et c'est intéressant ce que tu dis en termes de gameplay. Moi, j'ai eu un peu ça. Alors, la projection est diffuse, mais sur des jeux à scénario, où il y a toujours un peu cette logique de se dire ok, en fait, il faut construire un truc pour que les joueurs s'y habituent un peu, et après, on peut le twister et le déconstruire. Mais notamment quand on bossait sur Arcaïs, il y avait un truc dont on avait posé notre système de jeu, et puis scénario 2, nous on voulait tout casser parce que on avait vu le système et c'était trop cool, on voulait faire. Non, on s'est forcé à faire des scénarios assez simples dans les premiers pour qu'au moment où tu le casses, ça soit une vraie surprise et pas un truc genre en fait c'est différent à chaque fois donc il n'y a rien de construit. Et ça doit être effectivement un défi puisque vous avez le nez dedans, vous connaissez toutes les cartes, vous avez joué 1 milliard de fois avec ces préconstruits, vous devez en avoir plein le nez de jouer avec les mêmes cartes. Et il y a un truc de je veux des trucs qui cassent tout parce que c'est ça qui est rigolo. Et y aller un peu piano, ça doit être un petit défi à chaque fois. Surtout que quand on a construit en plus ces préconstruits, moi un des premiers réflexes que j'ai fait, c'est de me dire je vais voir ce que la concurrence aujourd'hui vend comme deck d'initiation. Tu vois, ça veut dire je veux aujourd'hui jouer à Magic, je veux jouer à Pokémon, je veux jouer à Yu-Gi-Oh! Ok, on peut jouer à quoi concrètement? Et c'est vrai que moi personnellement j'ai trouvé souvent l'expérience un peu déceptive. Ça veut dire ok, si je connais pas jouer le jeu, ça va m'apprendre le jeu, je vais en faire 1 ou 2 parties, mais bon, la profondeur, elle était souvent pas foufou. Et très vite, tu te dis que si tu veux vraiment avoir une belle expérience, faut y aller derrière. Là où je pense que nous, alors j'espère ne pas être subjectif, mais pour l'instant, les retours qu'on a se font plutôt dans ce sens-là. Il y a quand même une vraie rejouabilité, une vraie profondeur que je pense tu retrouves moins dans certains autres jeux. Alors peut-être pas Flesh and Blood, parce que Flesh and Blood aussi, ils ont un côté, je trouve, un petit peu plus profond, mais voilà. J'ai pas testé, je peux dire. Moi, j'ai assez joué avec les préconstruits là dernièrement pour confirmer qu'ils ont une belle richesse qui forcément est avec un petit sacrifice sur l'étendard de l'accessibilité où il faut comprendre et appréhender la plupart des mécaniques de jeu assez rapidement pour réussir à avoir ça. Donc c'est toujours le truc, effectivement, si tu joues à Magic avec des créatures vanilla et des terrains, c'est nul et tu vas apprendre les règles très facilement mais c'est pas très intéressant. Et si en même temps tu as toutes les mécaniques qui existent tout de suite, c'est imbitable. Voilà. Et cet équilibre là, je te rejoins, il est pas évident, mais en tout cas moi j'ai rejoué beaucoup avec les préconstruits et à chaque fois j'y prends du plaisir.
Puis c'est souvent le gameplay qui est conçu, un Magic très vite dans les decks préconstruits. T'as un joueur ou une joueuse qui va prendre l'ascendant sur l'autre Oui, et la bien sûr. partie elle va être pliée en 2 temps 3 mouvements, tu vois, il n'y a pas de comeback. Alors que nous, le fait que quelque part le board il soit un peu Nettoyer tous les tours, ouais. bah, t'as vraiment ce côté de comeback, mais qui était vraiment aussi dans l'ADN du jeu. Tu parlais de côté positif, par exemple, les possibilités de retourner la partie, ça faisait partie aussi de l'ADN et du cahier des charges. De dire à un moment donné, on veut des possibilités de comeback, tu vois. Ouais. Et... La réserve là-dessus, elle joue. Enfin, je pense que c'est la clé de tout le gameplay sur ça. C'est incroyable comme c'est quand tu comprends son aspect importance. Il y a un truc qui se passe de attends, est-ce que je peux jouer de la réserve mais en même temps ça me fait partir la carte derrière, est-ce que je dois rejouer de ma main mais avoir des en réserve mais je suis limité. Il y a vraiment un aspect complexe qui peut amener de la complexité qui est assez intéressant, tout comme ça peut être très simple à gérer et se dire ok. L'avantage, tu vois, c'est qu'un joueur qui débute un petit peu dans le jeu de cartes ou dans le jeu tout court, il va pas voir tout ça, il va pas se dire tiens, est-ce qu'il vaut mieux que je joue une carte de ma main parce que voilà, ou une carte de ma réserve parce que ça m'évite justement je jouer une carte de ma main et je vais perdre le quart d'adversaire. Tout ça c'est des notions. Il n'y a pas besoin de les faire. Il va juste jouer à l'instant et ça marchera très bien. Il aura pas l'impression de faire de mal jouer, de faire une erreur. Il fera au mieux. Alors que effectivement, le joueur un peu plus aguerri, il sera confronté systématiquement dans le jeu à plein de micro-choix qui en apparence sont simples, mais qui à la fin feront sûrement la différence. C'est dans le choix des manas, c'est dans est-ce que je joue une carte de la réserve, comment je la joue, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de micro-choix et je pense que c'est ça aussi qui est bien dans le jeu, c'est que c'est pas des choses ultra corps à prendre en main. Par contre, prendre une vraie bonne décision, c'est pas si simple que ça. Exact. Je pense qu'on se dirige tranquillement vers la fin. Régis, merci 1000 fois. Et merci à vous, c'était très chouette. Cette heure et demie d'enregistrement. Est-ce que vous saviez que ça faisait 1h30 ? Moi, je le vois passer, j'y crois pas. C'est passé très vite, ouais. On te souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Une réussite incroyable pour le Kickstarter, mais un super lancement derrière en physique. Mais c'est surtout ça, parce que le Kickstarter, c'est une étape et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, c'est une belle communauté se forme autour de ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Okay. On reviendra enregistrer pour la sortie de la première extension. Carrément, avec plaisir. Ça pourrait être chouette de se faire ça. On voulait le faire avec l'Orcana, puisqu'on a eu l'occasion de voir JB et Laurent à SN, mais on se rend compte que se voir sur les festivals, c'est quand même un peu compliqué. Ouais, ça va être difficile de se voir. Mais là, c'est facile de se revoir et de faire un petit carnet de route des différentes extensions, de ce qui se passe. Rendez-vous pris. Trop bien. Si jamais vous écoutez ce podcast, sachez aussi que le Zef du futur a fait le montage très vite, donc l'Orcana pas du tout. Altered est toujours en financement participatif sur Kickstarter normalement. Allez jeter un coup d'œil, il y a plein de choses, il y a plein de surprises, ça va être chouette. Et puis si jamais vous n'avez pas les finances, allez en boutique acheter des decks préconstruits à la sortie, ça sera super aussi. Voilà, t'as tout dit. Prenez soin de vous, jouez bien, éclatez-vous. Ciao. À bientôt. Bisous. Fin de transmission.